Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le courriel de notification arriva à 2h47 du matin. Tel un message venu d'un autre univers. Et lorsque Nora le lut pour la 4e fois, elle n'arrivait toujours pas à croire que sa fille de 18 ans venait d'être sélectionnée pour prendre la parole lors du gala d'affaires le plus prestigieux de l'État. Nora était assise au bord de leur lit escamotable, dans le studio qui leur servait de foyer depuis 3 ans, regardant Lila dormir paisiblement à quelques mètres de là, ignorant totalement que sa vie était sur le point de changer à jamais. À 18 ans, Lila possédait ce genre d'intelligence naturelle qui ne s'enseigne pas, et une détermination née du fait d'avoir vu sa mère s'épuiser au travail juste pour mettre de la nourriture sur la table. L'ironie n'échappait pas à Nora, sa fille, cette jeune femme magnifique qui avait bâti une entreprise de conseil rentable tout en maintenant une moyenne parfaite, avait été invitée à s'exprimer lors d'un événement organisé par Vance Industries. La même entreprise appartenant à l'homme qui était sorti de leur vie avant même la naissance de Lila. Theo Vance. Même penser à son nom après 18 ans donnait l'impression de toucher un fil électrique sous tension. Nora se leva doucement et se dirigea vers leur minuscule cuisine pour préparer du café avec l'antique machine qui nécessitait une maintenance par percussion pour fonctionner correctement. De l'autre côté de leur unique fenêtre, la ville commençait à s'éveiller, les camions de livraison grondant dans les rues, les premiers navetteurs se pressant vers les arrêts de bus, le rythme incessant des gens essayant de construire quelque chose de meilleur à partir du peu que la vie leur avait donné. Elle avait été l'une de ces personnes autrefois, pleine de rêves, d'ambition et de la conviction naïve que l'amour pouvait vaincre tous les obstacles. C'était avant qu'elle n'apprenne que certains obstacles étaient conçus pour être infranchissables, surtout quand on a 19 ans, qu'on est enceinte, sans argent, sans soutien familial et sans aucune idée de comment combattre un ennemi aux ressources illimitées. Maman ? La voix de Lila était douce mais alerte. Elle avait toujours eu le sommeil léger, probablement à cause des années passées à vivre dans des endroits où être conscient de son environnement était une compétence de survie. Tout va bien ? Tu es levé tôt, même pour toi. Nora se retourna pour trouver sa fille assise sur le lit, ses cheveux naturels formant une magnifique couronne autour de son visage, les yeux brillants de cette intelligence qui lui avait valu une bourse universitaire complète, malgré tous les désavantages que le monde lui avait infligés. J'ai reçu un email concernant le gala d'investissement Pinacle, dit Nora en levant son téléphone. Tu as été sélectionnée comme l'une des 5 jeunes entrepreneurs pour présenter ton projet devant le panel d'investisseurs. Les yeux de Lila s'écarquillèrent, puis se plissèrent avec cette intensité concentrée qu'elle avait lorsqu'elle traitait une information importante. Le gala Pinacle ? C'est énorme, maman. Ce sont les gens qui signent des chèques avec plus de zéro que la plupart des gens n'envoient dans toute une vie. Je sais, chérie. Cela pourrait être exactement l'opportunité pour laquelle tu as tant travaillé. Lila s'extirpa du lit, soudainement tout à fait réveillée, et se mit à faire les 100 pas dans leur petit espace avec cette énergie impatiente qui accompagnait toujours ses plus grands moments. C'est quand ? Qu'est-ce que je dois préparer ? À quel point la présentation doit-elle être formelle ? Veulent-ils des plans d'affaires ou juste des pitchs ? En regardant l'excitation de sa fille, Nora sentit son cœur se gonfler de fierté et se briser de terreur simultanément. C'était le moment de Lila, la chance de monter sur une scène où son génie pourrait enfin être reconnu par des gens ayant le pouvoir de changer sa vie. Mais c'était aussi le moment où leur monde, si soigneusement construit, allait entrer en collision avec le passé. Nora avait passé 18 ans à essayer de fuir. Le gala est dans 2 semaines, dit Nora en faisant défiler les détails du courriel. Présentation de 15 minutes, suivie d'une réception de réseautage. Tenue de soirée exigée au Grand Méridien Ballroom. Tenue de soirée, répéta Lila, son excitation s'atténuant légèrement alors que la réalité s'installait. Maman, je n'ai pas exactement de tenue de gala dans mon placard. Nora regarda sa fille, cette jeune femme incroyable capable de commander une salle de conseil mais inquiète d'avoir la bonne robe, et ressentit la montée familière de l'instinct protecteur qui les avait soutenues toutes les deux à travers 18 années de lutte. On trouvera une solution, dit Nora fermement. On en trouve toujours une. Mais alors que Lila plongeait dans son ordinateur portable pour rechercher les autres présentateurs et préparer ses documents, Nora se retrouva à fixer l'entête de l'email qui listait l'hôte de l'événement, Theo Vance, PDG, Vance Industries. 18 ans, 7 mois et 12 jours depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. Pas qu'elle compta. Les souvenirs affluèrent, malgré tous ses efforts pour les garder enfouis.
Théo, à 22 ans, brillant, passionné et totalement convaincu que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle que sa riche famille pourrait mettre sur leur chemin. La façon dont il la regardait, comme si elle était la personne la plus fascinante de la pièce, bien qu'elle vienne d'un monde où les gens comme elle étaient invisibles, à moins qu'ils ne servent le café ou nettoient les bureaux. Leur histoire d'amour avait été un secret pour sa famille, mais n'avait jamais semblé honteuse, juste précieuse. Quelque chose de trop beau et fragile pour être exposé à des gens qui ne comprendraient pas. Ils avaient passé des heures à la bibliothèque à étudier ensemble, Théo expliquant patiemment les théories économiques, tandis que Nora l'aidait à voir le coup humain de politique qui semblait bonne sur le papier mais dévastait de vraies communautés. Elle travaillait déjà 3 jobs à l'époque, déterminée à obtenir son diplôme de commerce malgré l'absence d'argent familial sur lequel se reposer. Théo ne l'avait jamais fait se sentir inférieur à cause de sa situation. Au contraire, il semblait admirer sa détermination. Il disait souvent qu'il en apprenait plus sur la vraie force en la regardant naviguer une seule journée qu'il n'en avait appris en une vie de privilège. Lorsqu'ils avaient fait l'amour pour la première fois dans sa chambre d'étudiant, par une nuit de février couverte de neige, Nora avait eu l'impression de revendiquer quelque chose qui lui appartenait de droit plutôt que par chance. Théo avait été doux et révérencieux, traitant son corps comme quelque chose de sacré, chuchotant des promesses sur leur avenir qui lui avaient fait croire aux contes de fées. « Je t'épouserai un jour, Nora Whitfield », avait-il dit après, traçant des motifs sur son épaule nue tandis que la neige tombait devant sa fenêtre. « Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu n'aies jamais à travailler 3 jobs juste pour survivre. » Pendant 8 mois, elle l'avait cru. Pendant 8 mois, ils avaient planifié un avenir qui semblait aussi inévitable que le lever du soleil, la remise des diplômes, son entrée dans l'entreprise familiale à ses propres conditions, leur mariage, les enfants qu'ils élèveraient pour qu'ils soient conscients de leurs privilèges et déterminés à les utiliser pour le bien. Puis, elle avait eu un retard de règles. Le test de grossesse s'était révélé positif un mardi matin de mars, quelques semaines seulement avant la remise des diplômes. Nora avait fixé le petit signe plus, sentant la terreur et la joie se livrer bataille dans sa poitrine. Ils avaient été prudents, mais pas assez, et maintenant leur avenir soigneusement planifié s'était accéléré d'une manière qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'amour et l'engagement. Elle avait prévu de le dire à Théo ce soir-là, après son examen final d'économie. Elle avait répété les mots d'une douzaine de façons différentes, imaginant son visage quand elle partagerait la nouvelle qui changerait leurs 2 vies pour toujours. Mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. Elle s'était réveillée le jeudi matin pour trouver Théo parti. Pas juste absent de son lit parti. Sa chambre d'étudiant vidée, son téléphone coupé, ses comptes de réseaux sociaux supprimés, comme s'ils n'avaient jamais existé. La seule trace qu'il avait laissée était une note disant simplement « Je suis désolé, ma famille a des obligations auxquelles je ne peux échapper. S'il te plaît, oublie-moi et construis-toi une belle vie. » 3 jours plus tard, des hommes en costume coûteux étaient apparus à la porte de sa chambre d'étudiante, des avocats représentant la famille Vance. Ils avaient expliqué avec un professionnalisme froid. Leur message avait été simple et dévastateur. Théo était parti définitivement. Tout contact ultérieur serait considéré comme du harcèlement, et toute réclamation concernant une grossesse ou une paternité ferait l'objet de poursuites judiciaires qui détruiraient tout avenir qu'elle pourrait espérer construire. Ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ils avaient su pour le bébé avant même qu'elle n'ait eu la chance de le dire à Théo. À 19 ans, enceinte et abandonnée, Nora avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle avait transféré ses crédits dans une université d'État qu'elle pouvait se permettre, était retournée dans sa ville natale et avait disparu dans l'anonymat de la vie ouvrière, là où les familles millionnaires ne pourraient pas la trouver, même s'ils prenaient la peine de chercher. Elle avait élevé Lila seule, acceptant tous les emplois qui payaient les factures, tout en poursuivant ses études à temps partiel. Il lui avait fallu 6 ans pour obtenir son diplôme, mais elle l'avait fait. Marchant sur l'estrade avec sa fille de 2 ans applaudissant dans le public, toutes deux vêtues de vêtements provenant de friperies, mais rayonnant d'une fierté qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. « Maman, tu as encore le regard dans le vide, » dit Lila, levant les yeux de son ordinateur avec inquiétude. « Tu t'inquiètes pour quelque chose ? Parce que si c'est pour l'argent de la robe, on trouvera une solution. Je peux peut-être prendre quelques sessions de tutorat supplémentaires. »« Non, » dit rapidement Nora, se forçant à revenir au présent. « Non, chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis juste en train d'assimiler. C'est une grande opportunité. » La plus grande, convint Lila, puis elle marqua une pause avec cette perspicacité qui l'avait toujours fait paraître plus âgée que son âge. « Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ?
quelque chose à propos de cet événement spécifique qui te dérange. Nora regarda sa fille, cette jeune femme brillante et intuitive qui avait hérité de l'esprit vif de son père et de la capacité de sa mère à lire les gens, et sentit le poids de 18 années de secrets soigneusement gardés. L'entreprise qui organise le gala, dit Nora avec précaution, Vance Industries. J'ai connu quelqu'un qui travaillait là-bas il y a longtemps, avant ta naissance. Ce n'était pas un mensonge. Techniquement, Théo avait été destiné à l'entreprise familiale, préparé dès la naissance pour reprendre l'empire que son grand-père avait bâti. À présent, il était probablement exactement là où sa famille avait toujours prévu qu'il soit. Dirigeant l'entreprise. Marié à quelqu'un du bon cercle social. Vivant cette vie qui n'avait jamais eu de place pour une fille de la classe ouvrière et sa grossesse incommode. Quelqu'un que tu connaissais? Le ton de Lila était curieux mais pas soupçonneux. Comme un ami, ou quelqu'un avec qui je suis allé à l'université, dit Nora. Ce qui était aussi techniquement vrai. C'était il y a longtemps. De l'histoire ancienne. Mais même en prononçant ces mots, Nora savait qu'il n'y avait rien d'ancien dans la façon dont son cœur s'était mis à battre la chamade au moment où elle avait vu le nom de Théo sur cet email. 18 ans n'avaient pas suffi pour oublier la façon dont il la regardait, comme si elle était son monde entier, ou ce que cela faisait de croire que l'amour pouvait vraiment vaincre n'importe quel obstacle. Dans 2 semaines, elle serait dans la même pièce que Théo Vance pour la première fois depuis le matin où il avait disparu de sa vie. Il regarderait depuis le public alors que leur fille, l'enfant dont il ignorait l'existence, montrait sur scène et prouverait que l'amour, même abandonné et trahi, pouvait encore créer quelque chose de magnifique. L'ironie était presque poétique. Théo avait bâti son empire, accompli tout ce que sa famille avait exigé de lui, était devenu exactement l'histoire à succès qu'ils avaient envisagée. Et Nora avait bâti quelque chose d'encore plus précieux. Elle avait élevé une fille qui allait bientôt capter l'attention de tout le monde dans cette salle de bal, y compris celle du père qui n'avait jamais su qu'elle existait. « Je suis fier de toi, chérie », dit Nora en traversant la pièce vers l'endroit où Lila était assise, entourée de plans d'affaires et de projections de marché. Quoi qu'il arrive à ce gala, quelles que soient les opportunités qui se présentent ou non, je veux que tu saches que tu as déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu as bâti ton succès selon tes propres termes, avec ton propre esprit et ta propre détermination. Nous l'avons bâti, corrigea Lila, levant vers sa mère des yeux qui contenaient des profondeurs de compréhension bien au-delà de ses 18 ans. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, c'est parce que tu as tout sacrifié pour me donner les fondations pour réussir. Alors qu'elle passait le reste de la matinée à planifier la présentation de Lila et à faire des recherches sur les autres entrepreneurs qui prendraient la parole, Nora essaya de se concentrer sur l'excitation de sa fille plutôt que sur sa propre anxiété grandissante. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur vie, si soigneusement construite, était sur le point d'être bouleversée d'une manière qu'elle ne pouvait ni prédire ni contrôler. Dans 2 semaines, le passé rattraperait enfin le présent. Dans 2 semaines, Théo Vance découvrirait que le plus grand amour de sa vie lui avait donné le plus grand cadeau qu'il n'ait jamais su avoir reçu. Et dans 2 semaines, Nora devrait décider si 18 années de blessures et d'abandon pourraient jamais être pardonnées, ou si certaines trahisons étaient trop profondes pour guérir, même face à la preuve indéniable que leur amour avait créé quelque chose de beau, bien qu'il ait été détruit avant de pouvoir s'épanouir. Le compte à rebours vers leur décompte avait commencé, et pour la première fois en 18 ans, Nora n'avait aucune idée de la façon dont son histoire allait se terminer. Chapitre 2, le regret du millionnaire. Théo Vance se tenait devant les baies vitrées de son bureau d'angle, 40 étages au-dessus d'une ville qu'il avait vu bâtir un empire à partir de rien, et ressentait ce vide familier qu'aucune quantité de succès n'avait jamais réussi à combler. À 40 ans, il était tout ce que sa famille l'avait préparé à devenir, et rien de ce qu'il avait jamais voulu être. Le logo de Vance Industries brillait en lettres d'or sur la façade du bâtiment, représentant 3 générations de richesse et d'influence qui étaient finalement tombées entre ses mains capables mais réticentes. Les magazines d'affaires le qualifiaient de visionnaire. Les analystes financiers louaient ses approches innovantes du développement durable, et les politiciens courtisaient ses soutiens avec un désespoir embarrassant. Rien de tout cela ne comptait sans elle. 18 ans, 7 mois et 12 jours depuis qu'il avait pris la pire décision de sa vie. Pas un matin ne passait sans que Théo ne se réveille en cherchant la chaleur de Nora à ses côtés, pour ne trouver que des draps coûteux qui semblaient froids, malgré un nombre de fils que la plupart des gens ne pouvaient se permettre. Pas un triomphe commercial ne semblait complet sans imaginer comment son esprit brillant aurait amélioré ses stratégies. Pas un coucher de soleil ne peignait le ciel sans qu'il se souvienne de la façon dont elle regardait la lumière s'estomper depuis la fenêtre de sa chambre d'étudiant, sa tête contre son épaule,
planifiant un avenir qu'il n'avait jamais pu partager. Monsieur Vance? La voix de Julian Hart trancha sa mélancolie, suivie du cliquetis distinctif de chaussures en cuir italien contre le marbre poli. Julian était son assistant exécutif depuis 7 ans, assez longtemps pour reconnaître quand son patron était perdu dans des souvenirs qui ne pouvaient être partagés avec des rapports trimestriels ou des réunions de conseil. Les derniers détails pour le gala Pinacle, poursuivit Julian, s'approchant avec un porte-document en cuir contenant l'aboutissement de mois de planification, 5 jeunes entrepreneurs exceptionnels sélectionnés parmi plus de 300 candidats. Leur présentation devrait être assez impressionnante. Théo accepta le dossier sans se détourner de la fenêtre, son reflet fantomatique se dessinant contre le ciel de l'après-midi. Le gala d'investissement Pinacle avait été son idée, un événement annuel conçu pour identifier et financer la prochaine génération d'innovateurs en affaires. C'était bon pour l'image de l'entreprise, excellent pour découvrir des opportunités d'investissement, et servait de distraction commode au vide que le succès n'avait pas pu guérir. La plus jeune présentatrice est particulièrement remarquable, ajouta Julian, quelque chose dans son ton suggérant une admiration professionnelle mêlée à une surprise authentique. 18 ans, générant déjà un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres avec sa société de conseil tout en maintenant des notes parfaites dans son programme de commerce. Les témoignages de ses clients sont extraordinaires. Théo se détourna enfin de la fenêtre, attiré par l'enthousiasme dans la voix de son assistant. En 7 ans de travail ensemble, Julian avait développé un excellent œil pour le talent véritable par rapport à la médiocrité bien connectée. S'il était impressionné, la jeune entrepreneuse valait probablement l'attention. Quel est son parcours? Demanda Théo, s'installant derrière son bureau et ouvrant le dossier pour scanner les profils des présentateurs. Étudiante de première génération, élevée par une mère célibataire, a bâti son entreprise à partir de rien tout en cumulant plusieurs emplois à temps partiel, récita Julian de mémoire. Son approche du conseil axée sur la communauté a attiré des clients allant des organisations à but non lucratif aux entreprises de taille moyenne. Elle est particulièrement douée pour aider les entreprises mal desservies à accéder à des marchés qu'elles n'ont jamais pu pénétrer. Théo ressentit un frémissement de reconnaissance, bien qu'il ne pût dire pourquoi. La description lui rappelait des conversations qu'il avait eues il y a des années avec quelqu'un qui comprenait le coût humain des décisions commerciales d'une manière que ses camarades privilégiés n'avaient jamais comprise. Son nom, demanda Théo, feuilletant le dossier pour trouver les informations détaillées sur la présentatrice. Lila Whitfield. Le dossier glissa des mains de Théo, éparpillant les papiers sur son bureau comme des feuilles mortes. Whitfield. Ce nom avait hanté ses rêves pendant 18 ans, murmuré dans des moments de faiblesse, quand il s'autorisait à se demander ce qu'était devenue la seule femme qu'il ait jamais aimée. Mais Lila. Qui était Lila? Monsieur? Julian s'avança, l'inquiétude évidente dans son expression. Est-ce que ça va? L'esprit de Théo s'emballait, calculant les dates et les possibilités avec la précision qui lui avait rapporté des millions. 18 ans plus tôt, il avait laissé Nora le cœur brisé et seul, croyant la protéger de la cruauté de sa famille. Si elle avait eu un enfant après son départ, la chronologie était impossible. Lila avait 18 ans, ce qui signifiait qu'elle était née l'année suivant sa disparition de la vie de Nora. À moins que... Trouvez-moi tout, dit Théo, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout sur Lila Whitfield. Son passé, sa famille, tout son historique académique et professionnel. Je veux que ce soit complet, et je veux que ce soit confidentiel. Monsieur, si je peux me permettre, s'il vous plaît, Julian. C'est important. Seul à nouveau, Théo rassembla les papiers éparpillés avec des mains qui tremblaient légèrement, étudiant les brèves informations biographiques incluses dans les documents du gala. Né le 15 avril, il y a 18 ans, élevé dans la capitale de l'État par sa mère, boursière académique, aucun père mentionné. Le 15 avril. Théo fit le calcul 2 fois, puis une troisième, son cœur s'emballant à mesure que les implications devenaient claires. Si Lila était née en avril, elle aurait été conçue en juillet. Juste un mois avant qu'il ne disparaisse de la vie de Nora. La pièce tournait autour de lui alors que 18 années d'émotions refoulées s'abattaient sur lui comme un tsunami. Non seulement il avait abandonné la femme qu'il aimait, mais il avait potentiellement abandonné son propre enfant, une fille qui avait grandi sans père pendant qu'il avait bâti un empire sur la culpabilité et le chagrin d'avoir perdu tout ce qui comptait. Le téléphone de Théo vibra avec un SMS de sa fiancée actuelle, Élise Carvé, lui rappelant le dîner avec ses parents ce soir-là. Les fiançailles avaient été annoncées il y a 6 mois, une fusion de 2 familles puissantes qui faisait parfaitement sens sur le papier et donnait l'impression de porter les vêtements de quelqu'un d'autre.
Élise était belle, accomplie, et totalement dépourvue de tout ce qui ressemblait au feu qui l'avait fait tomber amoureux de Nora. Il effaça le SMS sans répondre. Les souvenirs affluèrent, malgré tous ses efforts pour maintenir un sang-froid professionnel. Nora, à 19 ans, brillante et passionnée, et complètement indifférente à la richesse de sa famille. Elle avait travaillé 3 jobs pour payer l'université, mais trouvait encore le temps de donner des cours gratuits aux étudiants en difficulté, parce que l'éducation, insistait-elle, était la seule chose qui pouvait niveler un terrain de jeu inégal. Quand elle le regardait, elle voyait au-delà de l'argent et du nom, quelque chose digne d'amour. Dans ses yeux, il avait entrevu l'homme qu'il voulait devenir, quelqu'un qui utilisait ses avantages pour élever les autres plutôt que pour consolider plus de pouvoir pour lui-même. Leur histoire d'amour s'était déroulée dans des salles d'études de bibliothèque et des cafés hors campus, loin du regard scrutateur des camarades de classe qui auraient réduit leur relation à des spéculations sur les motifs de Nora. Mais en privé, ils avaient bâti quelque chose de beau, une connexion basée sur une admiration sincère, des valeurs partagées et le genre de discussion passionnée qui avait fait croire à Théo qu'il pouvait réellement changer le monde. Il avait prévu de la demander en mariage après la remise des diplômes. Il avait même acheté une bague, quelque chose de simple et élégant qui correspondait à la beauté naturelle de Nora plutôt que de rivaliser avec elle. Il avait imaginé leur mariage, leur vie ensemble, les enfants qu'ils élèveraient pour qu'ils soient conscients de leurs privilèges et déterminés à les utiliser de manière responsable. Puis son père l'avait rappelé à la maison 3 semaines avant la remise des diplômes. Victor Vance, père, attendait dans le bureau familial, entouré de photos de 3 générations d'hommes Vance qui avaient bâti leur fortune sur le principe que l'émotion était une faiblesse et l'amour un luxe. Que les riches ne pouvaient pas se permettre. Sur son bureau se trouvait une pile de photographies, Théo et Nora partageant un café, se tenant la main, volant des baisers entre les cours. « Tu vas mettre fin à cela immédiatement », avait dit son père sans préambule, sa voix portant l'autorité froide qui avait bâti un empire. « Ce soir, tu vas faire tes valises, être transféré en école supérieure à Londres, et ne plus jamais contacter cette fille. »« Je ne le ferai pas », avait répondu Théo, 22 ans et assez fou pour croire que l'amour pouvait vaincre l'argent et le pouvoir. « Je vais l'épouser. » Son père avait souri alors, l'expression d'un prédateur qui avait anticipé cette conversation depuis des mois. « Alors tu la détruiras. » J'ai fait enquêter sur mademoiselle Whitfield de manière approfondie. La situation financière de sa famille est précaire. Des factures médicales pour sa grand-mère malade chronique, des prêts étudiants qui dépassent le revenu annuel de sa famille, un emploi qui peut être résilié d'un simple coup de fil de la bonne personne. Théo avait regardé son père avec une horreur grandissante, comprenant enfin les profondeurs de la cruauté de cet homme. Un mot de ma part, avait continué son père, et mademoiselle Whitfield perd ses bourses, ses emplois, et tout espoir de finir ses études. Sa famille perd sa maison, sa grand-mère perd ses soins médicaux, et ton engouement détruit la vie de tout ce qu'elle aime. Est-ce que ta romance d'adolescent vaut autant de souffrance? Pris au piège entre l'amour et la terreur, entre son propre bonheur et l'avenir de Nora, Théo avait fait le choix qui le hantait depuis lors. Il avait écrit une note lâche, fait ses valises pendant qu'elle dormait en toute confiance à côté de lui, et avait disparu de sa vie comme un fantôme. Il avait prévu de revenir une fois qu'il serait plus âgé, plus fort, plus capable de protéger les gens qu'il aimait de l'influence de sa famille. Mais au moment où il avait gagné son indépendance et construit sa propre base de pouvoir, Nora avait disparu sans laisser de traces. Pas d'adresse de réexpédition, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas d'empreinte numérique que ses coûteux détectives privés pouvaient suivre. Maintenant, 18 ans plus tard, une jeune femme portant son nom de famille était sur le point de parler à son gala, une jeune femme dont l'âge et l'anniversaire suggéraient qu'elle pourrait être la fille dont il ignorait l'existence. Julien revint 1 heure plus tard avec un dossier épais et l'expression de quelqu'un qui avait découvert des secrets trop douloureux pour être partagés facilement. Les dossiers académiques de mademoiselle Whitfield sont exemplaires, commença Julien avec précaution. Boursière complète, liste du doyen chaque semestre, déjà acceptée dans plusieurs programmes d'études supérieures, bien qu'elle n'ait que 18 ans. Son sens des affaires est remarquable. Elle a généré plus de 200 000 $ de revenus cette année seulement. Et sa famille, demanda Théo, bien qu'il redoutât la réponse. Élevée par sa mère, Nora Whitfield, actuellement âgée de 37 ans, aucun père listé sur les documents officiels. Elles ont déménagé fréquemment au fil des ans, restant toujours à l'intérieur des frontières de l'État, mais jamais au même endroit plus de quelques années jusqu'à récemment. Théo sentit son cœur se serrer. Nora avait fui, gardant toujours une longueur d'avance sur quiconque pourrait essayer de les trouver.
Elle avait passé 18 ans à protéger leur fille de la famille même qui les avait déchirées. Mademoiselle Whitfield, la mère, cumule plusieurs emplois, continua Julian. Actuellement employée au Dawson S-Diner, Clearview Cleaning Service, et comme tutrice via le programme d'éducation pour adultes. Les dossiers financiers suggèrent qu'elle vive d'un chèque de paie à l'autre, malgré le succès commercial de la fille. La culpabilité frappa Théo comme un coup physique. Pendant qu'il bâtissait son empire et profitait des privilèges de la richesse, la femme qu'il avait aimée s'épuisait au travail pour subvenir aux besoins de leur enfant. Chaque sacrifice que Nora avait fait, chaque lutte qu'elles avaient endurée, aurait pu être évité s'il avait été assez courageux pour combattre son père il y a 18 ans. Il y a autre chose, dit Julian doucement. Des photographies récentes de la jeune femme montrent une ressemblance frappante avec. Eh bien, avec vous, monsieur. La structure osseuse, la couleur des yeux, certains mannérismes qui sont assez distinctifs. Les mains de Théo tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier pour trouver des photos de surveillance prises à l'université de Lila. Même sur des clichés pris sur le vif, sa confiance et son leadership naturel étaient évidents. Mais plus que cela, elle lui ressemblait pas de manière évidente, mais de façon subtile qui serait indéniable pour quiconque saurait quoi chercher. Elle était sa fille. Il en était certain, de chaque fibre de son être. Monsieur, dit Julian avec précaution, que souhaitez-vous que je fasse de ces informations? Théo fixait les photographies de la fille qu'il n'avait jamais connue, sentant 18 années de chagrin et d'amour refoulé menacer de le submerger complètement. Dans 2 semaines, elle se tiendrait sur sa scène et parlerait à ses investisseurs de son succès commercial, ignorant totalement que son père la regarderait depuis le public. Rien, dit finalement Théo. Nous ne faisons rien. Nous la laissons avoir son moment, et nous la regardons réussir par ses propres mérites. Et après? Théo regarda par la fenêtre la ville en contrebas, pensant à une jeune fille de 19 ans qui lui avait confié son cœur et reçu l'abandon en retour, pensant à une fille qui avait grandi en croyant que son père n'avait pas voulu d'elle, alors que la vérité était qu'il avait trop aimé sa mère pour rester et trop peu pour se battre. Après, dit Théo doucement, je trouverai comment mériter le droit de faire partie de leur vie à nouveau. Pour la première fois en 18 ans, Théo Vance ressentit quelque chose de plus puissant que le regret coulé dans ses veines. Il ressentait de l'espoir, terrifiant et magnifique, que l'amour puisse être assez fort pour combler même le gouffre qu'il avait créé par sa lâcheté. Dans 2 semaines, il reverrait Nora. Dans 2 semaines, il rencontrerait la fille qui portait son ADN mais avait été entièrement façonnée par la force de sa mère. Dans 2 semaines, il découvrirait si certaines erreurs étaient trop grosses pour être pardonnées, ou si une famille pouvait être reconstruite sur les cendres des vieilles trahisons. Le compte à rebours vers le moment le plus important de sa vie avait commencé. Chapitre 3, Préparation au combat. 2 semaines n'avaient jamais semblé aussi longues et aussi courtes à la fois. Alors que Nora se tenait dans la cabine d'essayage de la friperie, tenant une robe noire qui pourrait, avec des retouches significatives, être appropriée pour la soirée la plus importante de la vie de sa fille, elle se demandait si elle ne commettait pas la plus grande erreur de ses 18 dernières années. La robe était belle d'une manière intemporelle, avec des lignes classiques qui n'embarrasseraient pas Lila dans une salle pleine de millionnaires, mais elle nécessiterait du travail pour être bien ajustée. Nora était devenue experte en retouche au fil des ans, transformant des trouvailles de seconde main en quelque chose qui semblait intentionnel plutôt que désespéré. Sa tenue à elle pour ce soir était moins importante que de s'assurer que Lila avait tout ce dont elle avait besoin pour commander cette scène avec confiance. « Maman, tu as trouvé quelque chose ?» appela Lila depuis la cabine d'essayage voisine, sa voix légèrement étouffée par le tissu. « Peut-être, » répondit Nora, étudiant son reflet d'un œil critique. À 37 ans, elle faisait encore tourner les têtes quand elle entrait dans une pièce. Mais 18 années accumulées plusieurs emplois avaient laissé leur marque. De fines rides autour de ses yeux à force de plisser les yeux sous des lumières fluorescentes, des mains fortes mais montrant l'usure du travail physique, une lassitude dans sa posture qui venait du fait de ne jamais se sentir tout à fait en sécurité ou installée. Pourtant, elle présentait bien, et pour une nuit cruciale, elle avait besoin d'avoir l'air d'appartenir au monde de Théo Vance, même si chaque instinct hurlait qu'elle était une usurpatrice qui serait démasquée dès qu'elle ouvrirait la bouche. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose de parfait, » dit Lila, émergeant de sa cabine d'essayage dans une simple robe noire qui la transformait d'étudiante universitaire en jeune professionnelle sophistiquée. La robe était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, appropriée pour son âge mais autoritaire. Exactement ce qu'une entrepreneuse montante devrait porter pour s'adresser à une salle remplie d'investisseurs potentiels. Nora sentit les larmes lui piquer les yeux en regardant sa fille.
Chérie, tu es incroyable. Professionnelle, confiante et absolument magnifique. Tu crois? Lila se tourna pour s'examiner dans le miroir à 3 faces du magasin, et Nora vit le même mélange d'excitation et de nervosité qui avait caractérisé toutes les étapes majeures de la vie de Lila. Je veux qu'il me prenne au sérieux, pas qu'il me voie comme une gamine qui joue à se déguiser dans le monde des adultes. Quiconque ne te prend pas au sérieux après t'avoir entendu parler pendant 5 minutes est un idiot qui ne mérite ni ton temps ni ton attention, dit Nora fermement. Tu as mérité cette opportunité par ton propre mérite, ton propre travail acharné, ton propre esprit brillant. Ne laisse personne te faire sentir le contraire. Alors qu'elle payait leur robe des achats soigneusement budgétisés qui nécessiteraient de manger des nouilles instantanées pendant les 2 prochaines semaines, mais qui en valaient absolument la peine, Nora essayait d'ignorer l'anxiété croissante qui s'était installée depuis le moment où elle avait vu le nom de Théo sur cet email. 18 ans, c'était long. Il pourrait ne même pas la reconnaître. Il ne s'attendrait certainement pas à la voir à son gala. Et même s'il la repérait dans la foule, il n'y avait aucune raison de penser qu'il ferait un lien avec Lila. Après tout, il ne savait pas qu'elle était enceinte quand il était parti. Mais alors qu'elle rentrait en bus, Lila bavardant avec excitation de sa stratégie de présentation et des recherches qu'elle avait faites sur les autres orateurs, Nora ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle marchait dans un piège qu'elle ne voyait pas venir. « As-tu pensé à ce que tu feras si ça se passe vraiment bien ?» demanda Nora alors qu'elle montait les escaliers vers leur appartement au 4e étage. « Si tu intéresses des investisseurs, si des opportunités commencent à s'ouvrir qui pourraient tout changer. » Lila s'arrêta à leur porte, clé en main, et lança à sa mère un regard à la fois mature au-delà de ses années et encore d'une jeunesse déchirante. « Tu veux dire, est-ce que j'ai pensé à te laisser derrière quand je réussirai ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Si, c'est ce que tu voulais dire, » dit Lila doucement, poussant leur porte et les menant dans le petit espace qui était leur foyer depuis 3 ans. « Maman, tu as passé toute ma vie à sacrifier tes propres rêves pour que je puisse poursuivre les miens. Mais le succès ne vaut pas la peine d'être vécu s'il signifie abandonner la personne qui l'a rendu possible. » Nora s'affaissa sur leur canapé d'occasion, submergée par la loyauté féroce dans la voix de sa fille. « Chérie, je ne veux pas te retenir. Si des opportunités se présentent qui exigent que tu déménages ou voyages où. Alors on trouvera une solution ensemble, dit Lila fermement, s'installant à côté de sa mère. Comme on l'a toujours fait. Je ne vais nulle part sans toi, maman. Tu es ma famille, mon ancre, ma meilleure amie. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Les mots auraient dû être réconfortants, mais au lieu de cela, ils firent grimper l'anxiété de Nora encore plus haut, parce que dans moins d'une semaine, elles entreraient dans une pièce où Théo Vance verrait Lila pour la première fois, et s'il remarquait la ressemblance, s'il commençait à poser des questions, s'il reconstituait la chronologie, leur vie si soigneusement construite pourrait s'effondrer en un instant. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit Nora soudainement, regrettant immédiatement son impulsion. Mais Lila la regardait avec une telle confiance, une foi si totale que sa mère la protégerait toujours, que le poids de 18 années de secret devint soudain insupportable. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lila, l'inquiétude s'infiltrant dans sa voix. Nora regarda sa fille, cette jeune femme brillante et accomplie qui avait parfaitement le droit de connaître la vérité sur son père, et ressentit la guerre familière entre protection et honnêteté qui avait défini son rôle de mère pendant 18 ans. L'homme qui possède Vance Industries, dit Nora avec précaution, Théo Vance. Je l'ai connu à l'université. Nous étions proches. Les yeux de Lila s'écarquillèrent de compréhension. À quel point proches? Très proches. Pendant environ 8 mois. Nous étions amoureux. Je pensais que nous allions nous marier après la remise des diplômes. Que s'est-il passé? Nora choisit ses mots avec soin, s'en tenant à la version des événements qui ne détruiraient pas la foi de Lila en l'amour ou les relations. Sa famille ne m'approuvait pas. Je n'étais pas de leur monde. Je n'avais pas le bon passé ou les bonnes connexions. La pression est devenue trop forte, et il a choisi les attentes de sa famille plutôt que notre relation. Ce n'était pas toute la vérité. Mais ce n'était pas entièrement un mensonge non plus. Théo avait choisi les exigences de sa famille, même si le choix avait été fait sous la contrainte. Alors quand tu le verras au gala, dit Lila lentement, traitant les implications, ça pourrait être gênant. Voir quelqu'un qui t'a brisé le cœur, admit Nora, surtout dans un cadre où il a tout le pouvoir et le succès. Mais je ne laisserai pas cela interférer avec ton moment. C'est à propos de toi. De tes accomplissements. De ton avenir. Lila resta silencieuse un long moment,
son esprit brillant travaillant sur des détails et des possibilités que Nora ne pouvait prédire. « Penses-tu qu'il te reconnaîtra ?» demanda finalement Lila. « Peut-être. Probablement. Mais c'était il y a 18 ans. Et nous sommes toutes les deux des personnes très différentes maintenant. Quelle que soit l'histoire que nous avons eue, c'est ancien et sans rapport avec la raison de notre présence là-bas. » Un autre mensonge. Ou du moins un euphémisme massif. Mais Lila semble l'accepter, hochant la tête pensivement avant de retourner à son ordinateur portable et à la présentation qu'elle perfectionnait depuis 2 semaines. Pendant ce temps, à 30 km de là, à travers la ville, Théo Vance était assis dans son bureau terrasse, fixant des photos de surveillance de sa fille potentielle, luttant avec ses propres décisions impossibles. Il avait passé les 2 dernières semaines à faire enquêter sur le passé de Lila aussi minutieusement que possible sans franchir les lignes légales ou éthiques. Chaque information confirmait ce que son cœur savait déjà. Cette jeune femme brillante était son enfant. Élevée par la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Façonnée par des luttes qu'il aurait dû aider à porter. La tentation de tendre la main était écrasante. Appeler Nora, organiser une rencontre, essayer d'expliquer 18 années d'absence et de regrets. Mais chaque scénario qu'il imaginait se terminait en désastre. Nora lui raccrochant au nez, Lila le rejetant avant qu'il n'ait une chance de prouver qu'il avait changé, les médias transformant leur retrouvaille en un spectacle qui éclipserait les accomplissements de Lila. Mieux valait attendre. Mieux valait laisser Lila avoir son moment au gala, la voir réussir selon ses propres termes, et ensuite peut-être trouver un moyen de s'intégrer lentement, prudemment dans leur vie. Monsieur. Julien apparut dans l'embrasure de sa porte avec l'expression qu'il portait lorsqu'il annonçait des nouvelles potentiellement importunes. Mademoiselle Carvé est là pour vous voir. Elle dit que c'est au sujet des derniers arrangements pour le gala de samedi. Théo réprima un soupir. Élise avait été de plus en plus exigeante concernant leur relation ces derniers temps, sentant probablement sa distance émotionnelle et essayant de forcer une connexion plus profonde qui n'existait tout simplement pas. La dernière chose dont il avait besoin était de gérer ses attentes alors que son esprit était consumé par l'idée de revoir Nora. « Faites-la entrer », dit Théo, fermant rapidement le dossier sur son bureau et essayant de rassembler l'énergie pour jouer le rôle du fiancé dévoué. Élise Carvé entra dans son bureau comme si elle en était la propriétaire, sa robe de créateur et son maquillage parfait créant une image d'élégance contrôlée qui photographiait magnifiquement pour les pages société, mais semblait froide en personne. Elle était tout ce que sa famille avait voulu pour lui, belle, connectée, ambitieuse d'une manière qui complétait plutôt que de concurrencer son propre succès. Elle était aussi tout ce que Nora n'était pas, ce qui avait probablement été le but lorsque son père avait orchestré leur présentation 5 ans plus tôt. « Chérie », dit Élise, traversant la pièce pour l'embrasser sur la joue avec la précision prudente de quelqu'un qui ne voulait jamais abîmer son rouge à lèvres, « je voulais discuter du plan de table pour samedi. Je pense qu'il serait préférable que je sois positionné assez en vue pour que les photographes nous capturent ensemble pendant les présentations. Le gala n'est pas à propos de nous, dit Théo, sa patience s'amenuisant déjà. C'est pour mettre en valeur de jeunes entrepreneurs et les connecter avec des investisseurs potentiels. Bien sûr, convint Élise doucereusement. Mais c'est aussi une opportunité de renforcer notre partenariat, tant personnel que professionnel. La fondation de ma famille contribue de manière significative au succès de la soirée. Théo hocha la tête distraitement, son esprit dérivant déjà vers la question qui le consumait depuis 2 semaines. Que dirait-il à Nora quand il la verrait? Comment s'excuser pour 18 ans d'absence? Comment expliquer des choix qui semblaient impossibles à défendre même pour soi-même? Tu as l'air distrait, observa Élise, s'installant dans le fauteuil face à son bureau avec une grâce prédatrice. Y a-t-il quelque chose à propos du gala qui te préoccupe? Juste la logistique pré-événement habituelle, mentit Théo, se concentrant sur son visage avec effort. S'assurer que tout se passe bien pour les orateurs. En parlant de ça, j'ai examiné la liste des présentateurs. Assez impressionnant. Bien que je doive dire que je suis surprise par l'inclusion d'une oratrice aussi jeune. 18 ans semble plutôt inexpérimenté pour un événement de ce calibre. Théo sentit un éclair de colère protectrice qu'il réprima soigneusement. Lila Whitfield a accompli plus à 18 ans que la plupart des gens n'accomplissent en une vie. Son sens des affaires est extraordinaire. Je suis sûr qu'il l'est, dit Élise avec le ton de quelqu'un qui ne croyait pas ce qu'elle disait. J'espère juste que le public la prendra au sérieux. Parfois, la jeunesse peut être écartée, quel que soit le mérite. Le rejet désinvolte des accomplissements de sa fille fit serrer la mâchoire à Théo, mais il se força à rester professionnel.
J'ai une confiance totale en tous nos orateurs. Le comité de sélection les a choisis sur la base de leurs accomplissements, pas de leur âge. Alors qu'Élise continuait de discuter de logistique et de positionnement social, Théo se retrouva à compter les heures jusqu'à samedi soir. 72 heures jusqu'à ce qu'il revoie Nora. 72 heures jusqu'à ce qu'il regarde sa fille commander une salle remplie de gens puissants qui n'auraient d'autre choix que de reconnaître son génie. 72 heures jusqu'à ce qu'il découvre si l'amour pouvait survivre à 18 années de silence ou si certaines trahisons étaient trop profondes pour être pardonnées. Le compte à rebours vers la nuit la plus importante de sa vie avait commencé, et Théo Vance ne s'était jamais senti aussi terrifié ni aussi plein d'espoir quant à ce que l'avenir pourrait réserver. Chapitre 4, la collision des mondes. Le matin du gala d'investissement Pinacle se leva gris et bruineux, comme si le temps lui-même reflétait l'anxiété qui avait tenu Nora éveillée pendant la majeure partie de la nuit, fixant le plafond et essayant de se préparer à revoir Théo Vance après 18 années de silence. Elle se tenait à l'unique fenêtre de leur appartement, regardant les premiers navetteurs se hâter sous la pluie avec leur parapluie et leur détermination, chacun se dirigeant vers sa propre version d'une journée importante. Aucun d'eux ne savait que dans quelques heures, son monde si soigneusement construit pourrait s'effondrer complètement, selon que l'homme qui l'avait abandonné sache faire des mathématiques de base et reconnaisse les implications de l'âge de leur fille. « Maman, tu recommences » dit Lila depuis la cuisine, où elle préparait du café avec leur machine capricieuse. « Ce truc où tu regardes dans le vide, tu le fais depuis une semaine. Ça va ?» Nora se tourna pour trouver sa fille qui l'observait avec inquiétude. Déjà vêtue d'un jean et d'un pull, elle irradiait cette sorte d'énergie nerveuse qui précédait tous les grands moments de Lila. À 18 ans, elle possédait cette rare combinaison d'enthousiasme juvénile et d'assurance mature qui la rendait magnétique pour tout ce qu'elle rencontrait. « Je pensais juste à ce soir, » dit Nora, ce qui était assez vrai, m'assurant que nous n'avions rien oublié d'important. J'ai mémorisé ma présentation, mes diapositives de secours sont chargées sur 3 appareils différents et mes cartes de visite sont imprimées sur du bon papier, énuméra Lila, cochant les éléments de sa liste mentale. De quoi d'autre pourrions-nous avoir besoin? Du courage, pensa Nora, la force d'affronter le passé sans le laisser détruire l'avenir que nous avons construit. Tu vas être incroyable ce soir, dit plutôt Nora en passant dans la cuisine pour accepter le café que Lila lui tendait. Ces investisseurs ne savent pas ce qui les attend. Je l'espère. Ça pourrait tout changer pour nous, maman. Si ne serait-ce que l'un d'entre eux décide de tenter sa chance avec mon entreprise. La voix de Lila s'éteignit, mais ses yeux brillaient de possibilités qui s'étendaient bien au-delà de leur situation actuelle. Nora ressentit ce mélange familier de fierté et de terreur qui avait défini sa vie de parent pendant 18 ans. Elle voulait que Lila réussisse au-delà de ses rêves les plus fous, mais le succès apportait la visibilité, et la visibilité soulevait des questions auxquelles Nora n'était pas sûre d'être prête à répondre. Quoi qu'il arrive ce soir, dit Nora avec précaution, je veux que tu te souviennes que tu as déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu as bâti une entreprise à partir de rien, gagné le respect de clients 2 fois plus âgés que toi et créé des opportunités qui n'existaient pas avant que tu ne les imagines. Nous l'avons bâti, corrigea Lila machinalement, la même réponse qu'elle donnait depuis l'enfance chaque fois que Nora essayait de s'effacer de l'équation. Tout ce que je suis, c'est grâce à tout ce que tu as sacrifié pour m'amener ici. Ces mots auraient dû être réconfortants, mais ils ne firent qu'aggraver l'anxiété de Nora. Car ce soir, pour la première fois en 18 ans, Lila serait dans la même pièce que son père. Et si Théo possédait ne serait-ce que la moitié de l'intelligence dont Nora se souvenait, il lui suffirait d'un regard sur leur fille pour savoir exactement ce qu'il avait manqué. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Théo Vance se tenait dans la salle de bain de sa suite parentale, fixant son reflet dans le miroir et essayant de se convaincre qu'il n'était pas sur le point de commettre la 2e plus grande erreur de sa vie. La première avait été de partir, il y a 18 ans. La seconde serait peut-être de rester dans l'ombre ce soir, alors que chaque instinct lui hurlait d'approcher directement Nora et Lila, de tout expliquer, de tomber à genoux et d'implorer un pardon qu'il ne méritait pas mais dont il avait désespérément besoin. Mais la partie rationnelle de son esprit, celle qui avait bâti un empire commercial grâce à des risques calculés et un timing précis, savait que cette soirée appartenait à Lila. Quel que soit le règlement de compte qui l'attendait avec Nora, il devrait patienter jusqu'à ce que leur fille ait eu son moment de gloire, sans que les complications d'un drame familial n'éclipsent ses réussites. « Monsieur ?» La voix de Julien résonna via l'interphone reliant le Penthouse de Théo à son bureau, 30 étages plus bas. « Le briefing de sécurité final pour l'événement de ce soir est prêt pour votre examen. »« Je descends dans 10 minutes, répondit Théo,
ajustant sa cravate avec des mains plus stables qu'il ne l'était lui-même. Cette journée exigerait chaque once de sang-froid professionnel qu'il possédait, car ce soir, il jouerait les hôtes alors que son cœur se brisait et guérissait simultanément. Le trajet en ascenseur vers son bureau sembla interminable, chaque étage le rapprochant du moment où le passé et le présent allaient enfin entrer en collision. Theo avait passé 18 ans à se demander ce qu'était devenue Nora Whitfield, mais jamais il n'avait imaginé qu'elle élevait son enfant à seulement 30 km de là, luttant pour offrir des opportunités qu'il aurait pu leur donner à toutes les deux sans y réfléchir à deux fois. Le site est sécurisé, rapporta Julien alors que Theo entrait dans son bureau. Tous les invités ont été confirmés et les accréditations médias finalisées. Le seul changement de dernière minute est que nous avons dû augmenter légèrement la sécurité en raison d'un intérêt médiatique supplémentaire. Quel genre d'intérêt médiatique ? Demanda Theo, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Des journaux économiques principalement, mais aussi quelques publications lifestyle intéressées par l'angle philanthropique. Rien qui ne devrait interférer avec les présentations, mais suffisamment d'attention pour rendre la soirée notable. Theo hocha la tête, essayant de se concentrer sur la logistique plutôt que sur le séisme émotionnel qui l'attendait dans quelques heures seulement. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé des années à tenter d'utiliser sa richesse et son influence pour retrouver Nora, pour découvrir finalement qu'elle viendrait à lui de son propre gré, attiré par le succès de leur fille plutôt que par un quelconque désir de renouer avec l'homme qui lui avait brisé le cœur. Il y a encore une chose, dit Julien avec précaution. La plus jeune présentatrice, Lila Whitfield. La vérification de ses antécédents a révélé des détails intéressants sur sa situation familiale. Le sang de Theo se glaça. Quel genre de détails ? Rien d'inapproprié pour nos besoins, l'assura rapidement Julien. Mais l'historique d'emploi de sa mère montre un modèle d'instabilité. De multiples emplois, des changements d'adresse fréquents, aucune relation amoureuse significative documentée. Cela suggère quelqu'un qui a été prudent avant de s'enraciner. Ou quelqu'un qui fuyait, pensa Theo avec une certitude croissante, quelqu'un qui se protégeait, elle et sa fille, exactement contre le genre d'enquête qui venait de révéler ces détails. Monsieur, êtes-vous certain de ne pas vouloir que j'organise une réunion privée avant le gala, s'il y a des liens personnels qui pourraient compliquer la soirée ? Non, dit fermement Theo. Ce soir, c'est pour les présentateurs et leur réalisation. Quelle que soit l'histoire personnelle existante, elle n'interférera pas avec leurs opportunités professionnelles. Mais même en prononçant ces mots, Theo savait qu'il se mentait à lui-même. Au moment où il verrait Lila monter sur cette scène, au moment où il plongerait son regard dans des yeux qui reflétaient les siens, le détachement professionnel deviendrait impossible. Il était sur le point de rencontrer sa fille pour la première fois, et l'ampleur de ce moment menaçait déjà de le submerger complètement. Le reste de la journée passa dans un flou de derniers préparatifs et de tensions croissantes. Theo revit les protocoles de sécurité, approuva les changements de dernière minute du traiteur et tenta de maintenir son calme habituel d'avant-événement, alors que son esprit s'emballait avec 18 années de questions et de regrets. À 16 heures, alors qu'il révisait le programme de la soirée pour la dernière fois, son téléphone sonna. C'était Élise. « Chérie, je te rejoins sur place, dit-elle sans préambule. Je suis en retard à cause d'un rendez-vous chez le coiffeur qui a pris plus de temps que prévu. » C'est très bien, répondit Theo, soulagé d'avoir une complication de moins à gérer pendant l'installation. On se voit là-bas. Theo. La voix d'Élise portait une note qui aurait pu être de l'inquiétude ou de la curiosité. Tu sembles distant ces derniers temps, distrait. J'espère que ce qui te tracasse n'interférera pas avec le succès de ce soir. Rien n'interférera avec ce soir, dit Theo avec plus de conviction qu'il n'en ressentait. Les présentateurs méritent toute notre attention et notre soutien. En raccrochant et en se préparant à partir pour le lieu de réception, Theo aperçut son reflet dans la fenêtre de son bureau. 40 ans. Un succès au-delà des rêves les plus fous de sa jeunesse, et sur le point d'affronter les conséquences du choix qui avait défini les 18 dernières années de sa vie. Au même moment, Nora et Delilah a répété sa présentation une dernière fois dans leur petit appartement, essayant de projeter de l'assurance alors que son cœur battait la chamade, entre anticipation et effroi. N'oublie pas de faire une pause après ta déclaration d'ouverture, coacha Nora en observant sa fille travailler sa posture et sa projection. Laisse-les absorber ce que tu dis au lieu de te précipiter vers le point suivant. Compris, dit Lila en repassant ses transitions clés. Maman, et s'il ne me prenait pas au sérieux? S'il voyait mon âge et supposait que je ne suis pas prête pour un véritable investissement? Alors ce sont des idiots qui ne méritent pas de faire partie de ton succès, dit Nora avec ferveur.
Mais cela n'arrivera pas, car tu vas entrer dans cette pièce comme si elle t'appartenait. Parle avec l'autorité qui vient d'un véritable accomplissement, et rappelle à toutes les personnes présentes que le génie n'a pas de date de péremption. Lila sourit, une partie de son énergie nerveuse se transformant en excitation. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Il y a 6 mois, je donnais des cours particuliers à mes camarades pour me payer une pizza. Ce soir, je présente devant certains des investisseurs les plus puissants de l'État. Et tu as mérité chaque instant, dit Nora, bien que les mots sonnassent creux étant donné ce qu'elle savait de l'identité de ceux qui seraient dans ce public. Tu es prête à t'habiller? Alors qu'elles entamaient le processus minutieux de transformation pour la soirée la plus importante de la jeune vie de Lila, ni la mère ni la fille ne pouvaient imaginer à quel point leur monde était sur le point de changer. Dans quelques heures seulement, 18 ans de secrets commenceraient à s'effriter. 3 vies allaient entrer en collision avec la force d'un amour et d'un regret refoulés, et une famille qui s'ignorait aurait enfin la chance de guérir ou de se détruire complètement. Le compte à rebours de la révélation entamait ses dernières heures. Quelque part de l'autre côté de la ville, Théo Vance opérait la même transformation, se préparant à affronter la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer et à rencontrer la fille dont l'existence allait soit racheter ses erreurs passées, soit prouver que certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Ce soir, tout allait changer. La seule question était de savoir si l'un d'entre eux survivrait à la transformation. Chapitre 5, le somptueux gala des investisseurs. La salle de bal du Grand Méridien avait été transformée en un temple de l'ambition et des possibles, où des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les sols en marbre, et où chaque surface brillait de cette sorte de perfection que seuls des budgets illimités permettent d'atteindre. Nora se tenait à l'entrée aux côtés de sa fille, se sentant comme une actrice égarée sur le mauvais plateau de tournage, regardant des titans de l'industrie glisser à travers des conversations susceptibles de remodeler des marchés entiers, scellés par une poignée de main autour d'un champagne coûtant plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. C'est dingue, chuchota Lila, les yeux écarquillés devant l'opulence qui les entourait. Maman, regarde cet endroit. Regarde ces gens. J'ai l'impression d'être sur le point de présenter mon business plan de stand de limonade au dieu du capitalisme. Tu as ta place ici, dit fermement Nora, bien que sa propre confiance vacillât en observant des femmes en robe de créateur coûtant plus que son salaire annuel rire à des blagues qu'elle ne pouvait entendre, faites par des hommes dont les conversations banales impliquaient des chiffres qui lui donnaient le vertige. Tes idées, tes accomplissements, ta vision. Tu as gagné le droit d'être dans cette pièce. Lila portait la robe noire qu'elles avaient trouvée dans une friperie, retouchée par les mains expertes de Nora pour lui aller parfaitement, associée à des chaussures empruntées à sa colocataire d'université et des bijoux ayant appartenu à la grand-mère de Nora. Elle avait l'air élégante et professionnelle. Mais plus important encore, elle ressemblait à elle-même. Confiante sans arrogance, ambitieuse sans cruauté, brillante sans prétention. Nora avait choisi sa propre tenue avec le même soin, une robe bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette encore impressionnante tout en conservant une dignité professionnelle. À 37 ans, elle pouvait encore faire tourner les têtes en entrant dans une pièce. Mais ce soir, elle était cuirassée de sang-froid, déterminée à soutenir sa fille sans devenir une distraction. Mademoiselle Whitfield. Une voix enjouée traversa le doux vacarme des conversations de réseautage. Elles se retournèrent pour voir Clara Moreau s'approcher avec ce genre de sourire exercé qui permet de gérer des événements complexes avec grâce et sous pression. Et la merveilleuse Lila. Vous êtes toutes les deux absolument éblouissantes ce soir. Merci, parvint à dire Nora, reconnaissante de voir un visage familier dans cette mer d'étrangers. Tout est incroyable. Vous avez créé quelque chose de magique ici. Eh bien, Monsieur Vance ne recule devant aucune dépense lorsqu'il s'agit de soutenir les jeunes entrepreneurs, dit Clara, les yeux pétillants de fierté professionnelle. Il est particulièrement enthousiaste à propos des présentations de ce soir. Je ne crois pas l'avoir jamais vu aussi investi dans le succès de nos orateurs. La main de Lila trouva celle de Nora, la serrant assez fort pour y laisser des marques. Est-il déjà là? Monsieur Vance, je veux dire. Oh oui, il est arrivé tôt pour régler les derniers détails. Je crois qu'il est près du bar, en train de discuter avec certains de nos principaux donateurs. Clara vérifia sa tablette avec une précision efficace. Vous êtes programmé pour passer en 4e position, ce qui vous laisse le temps de réseauter et de vous familiariser avec l'ambiance. La loge est disponible si vous avez besoin d'un moment de calme pour vous préparer. Alors que Clara s'éloignait pour gérer d'autres aspects de la soirée, Nora sentit le poids de l'inéluctable s'abattre sur elle comme un linceul. Quelque part dans cette foule scintillante,
Théo Vance faisait la conversation et jouait l'hôte parfait, ignorant totalement que son passé était sur le point de faire irruption dans son présent. Il y a tellement de monde ici, dit Lila, la voix légèrement submergée par l'ampleur du rassemblement. J'ai étudié la liste des invités, mais les voir tous en personne. Ce sont des gens qui prennent des décisions affectant des industries entières. Et ce soir, tu vas être l'une d'entre eux, dit Nora. Bien que son attention scanna involontairement la foule à la recherche d'un visage qu'elle n'avait pas vu depuis 18 ans mais qu'elle reconnaîtrait instantanément, elles s'enfoncèrent plus profondément dans la salle de bal. Lila se détendit progressivement en engageant la conversation avec d'autres jeunes entrepreneurs et des investisseurs curieux. En regardant sa fille naviguer dans ses interactions avec un charisme naturel et une véritable passion pour son travail, Nora sentit son cœur gonfler d'une fierté qui submergea temporairement son anxiété. C'était ce vers quoi tendaient toutes ces années de sacrifice, ce moment où Lila pourrait se tenir parmi les personnes les plus puissantes du monde des affaires et tenir son rang par le mérite plutôt que par les relations, par le génie plutôt que par le privilège. Mademoiselle Whitfield ? Une voix inconnue fit se retourner Nora. Elle découvrit une femme élégante, au début de la trentaine, s'approchant avec cette sorte de grâce prédatrice suggérant l'argent et l'influence. Je suis Elise Carvey. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Nora accepta la poignée de main offerte, notant la bague de fiançailles qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens et la façon dont les yeux d'Élise l'évaluaient avec une précision calculatrice. Je suis ici avec ma fille, dit Nora prudemment, ne sachant pas pourquoi cette femme l'avait spécifiquement recherchée. Elle est l'une des présentatrices de ce soir. Oui, la jeune entrepreneuse. Comme c'est intéressant. Le sourire d'Élise ne vacilla jamais, mais quelque chose de froid passa dans son expression. Je dois dire que je suis impressionné par la diversité des orateurs de ce soir. Il est si important de donner des opportunités au parcours atypique. La condescendance désinvolte fit s'enflammer l'instinct protecteur de Nora, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Élise continua avec une douceur soyeuse. Je suis fiancée à Théo Vance, en fait. Peut-être le connaissez-vous, bien que je suppose que vos chemins ne se croisent pas naturellement étant donné les différentes sphères dans lesquelles vous évoluez. Les mots frappèrent Nora de plein fouet. Théo était fiancé. Bien sûr qu'il l'était. Les hommes riches, prospères et séduisants ne restaient pas célibataires pendant 18 ans. Mais l'entendre confirmer, voir la bague au doigt de cette femme fit se tordre quelque chose douloureusement dans la poitrine de Nora. Félicitations, parvint à dire Nora, la voix plus stable qu'elle ne le ressentait. J'espère que vous serez très heureux tous les deux. Oh, nous le serons, dit Élise avec une confiance suprême. Théo et moi sommes parfaitement assortis. Même milieu, même cercle social, même vision de notre avenir ensemble. C'est si important d'être avec quelqu'un qui comprend vraiment votre monde, ne pensez-vous pas ? Avant que Nora ne puisse formuler une réponse qui ne révélerait pas trop de choses, Lila apparut à ses côtés, les joues rouges et les yeux brillants. Maman, je viens de rencontrer une femme incroyable qui dirige une organisation à but non lucratif axée sur le microcrédit dans les communautés défavorisées, dit Lila avec excitation. Elle veut discuter d'un partenariat potentiel qui pourrait. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase en remarquant Élise. Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas interrompre. Pas du tout, dit Élise, son attention se reportant sur Lila avec un regain d'intérêt. Vous devez être la jeune présentatrice dont tout le monde parle. Quelle excitation pour vous d'avoir cette opportunité. Quelque chose dans le ton d'Élise poussa Nora à se rapprocher de sa fille, un geste protecteur inconscient qui ne passa pas inaperçu. Merci, dit Lila poliment. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de partager mon travail avec un public aussi impressionnant. J'en suis sûre, répondit Élise, son regard oscillant entre Lila et Nora avec une évaluation calculatrice. Les entreprises familiales peuvent être si personnelles, n'est-ce pas ? J'imagine que votre mère est très fière de vos réalisations. La plus fière, dit fermement Nora, n'aimant pas les sous-entendus de cette conversation mais incapable d'identifier la menace précise. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à votre réseautage, dit Élise avec un autre sourire exercé. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de discuter davantage ce soir. Bonne chance pour votre présentation, ma chère. Alors qu'Élise s'éloignait vers un groupe de femmes plus âgées qui l'accueillirent avec des bises en l'air et des chuchotements complices, Lila se tourna vers sa mère avec une expression perplexe. C'était bizarre, non ? Elle semblait amicale, mais quelque chose sonnait faux. Certaines personnes dans ce monde utilisent la politesse comme une arme, dit Nora,
bien qu'elle ne pût se défaire du sentiment que l'intérêt d'Élise pour elles était plus qu'une simple curiosité fortuite. Ne te laisse pas distraire de la raison de notre présence ici. Mais alors qu'elle continuait à se déplacer dans la foule, Nora devint de plus en plus consciente d'être observée, étudiée, évaluée par des gens qui n'avaient aucune raison apparente de savoir qui elle était. La sensation lui donnait la chair de poule, ravivant la paranoïa familière qui l'avait fait déménager d'appartement en appartement pendant des années après la naissance de Lila. « Mesdames et messieurs », annonça une voix dans le système de sonorisation, « si vous voulez bien commencer à prendre place, nous sommes prêts à débuter les présentations de ce soir. » La foule commença à se diriger vers la zone assise disposée devant une petite scène, et Lila prit une profonde inspiration qui sembla recentrer tout son être. « C'est le moment, dit-elle, regardant entre la scène où elle parlerait bientôt et le public rempli de gens qui pourraient changer sa vie pour toujours. Quoi qu'il arrive après ce soir, que les opportunités se présentent ou non, je veux que tu saches qu'arriver ici, être capable de monter sur cette scène, c'est déjà plus que je n'aurais jamais rêvé possible. Je suis si fier de toi, dit Nora en serrant sa fille contre elle pour une brève étreinte. Pas seulement pour ce soir, mais pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu es. Alors que Lila se dirigeait vers les coulisses pour se préparer à sa présentation, Nora trouva un siège dans la section centrale de la salle de bal, assez près pour voir sa fille clairement, mais assez loin en arrière pour espérer ne pas attirer l'attention sur elle-même. Mais alors que les lumières s'atténuaient et que le programme de la soirée commençait, Nora réalisa que l'anonymat était impossible dans une pièce où elle était probablement la seule personne n'appartenant pas au monde de richesse et de privilèges qui l'entourait. Quelque part dans ce public, Theo Vance regardait la même scène où sa fille apparaîtrait bientôt, ignorant totalement que le moment le plus important de sa vie était sur le point de se dérouler devant 500 inconnus. Les 3 premières présentations furent impressionnantes. De jeunes entrepreneurs aux idées novatrices et à la prestation soignée, chacun faisant monter l'anticipation pour la suite. Mais Nora les entendait à peine. Son attention était divisée entre guetter Theo dans la foule et se préparer émotionnellement à ce qui arriverait lorsque Lila monterait sur scène. Notre dernière présentatrice ce soir, annonça le maître de cérémonie, représente le genre de pensée innovante et de conscience sociale qui définit la prochaine génération de chefs d'entreprise. Veuillez accueillir Lila Whitfield, fondatrice et PDG de Whitfield Consulting. Le projecteur frappa la scène et le cœur de Nora s'arrêta alors que sa fille émergeait des coulisses, posée, confiante et absolument rayonnante dans ce moment pour lequel elle avait travaillé toute sa jeune vie. Quelque part dans le public, un homme haleta audiblement, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais Nora était trop concentrée sur Lila pour identifier la source du bruit. Elle ne se doutait pas que 20 rangs derrière elle, Theo Vance venait de plonger son regard dans le visage de sa fille pour la première fois et sentait son monde entier basculer sur son axe. Chapitre 6, Reconnaissance et choc. Theo Vance avait assisté à des centaines de présentations d'affaires au cours de sa carrière, mais rien ne l'avait préparé au moment où Lila Whitfield entra dans la lumière et où son univers tout entier vola en éclats. Le temps s'arrêta. Chaque son dans la salle de bal s'estompa en un bourdonnement lointain alors que Theo fixait la jeune femme sur scène, son cœur martelant ses côtes avec une force qui rendait la respiration impossible. Elle bougeait avec sa propre confiance inconsciente, cette inclinaison de tête qui était du pur Nora, ses yeux intelligents qui étaient indubitablement les siens. Elle était sa fille. Pas peut-être, pas probablement, mais absolument et indéniablement son enfant, se tenant à 6 mètres de lui pour la première fois de sa vie, ignorant totalement que son père la regardait avec 18 ans d'amour refoulé menaçant de le déchirer. « Bonsoir », commença Lila, sa voix portant clairement grâce à l'acoustique parfaite de la salle. « Je m'appelle Lila Whitfield, et je veux vous parler de la différence entre survivre et construire quelque chose qui dure. » Theo agrippa les accoudoirs de sa chaise si fort que ses articulations blanchirent. C'était sa fille, brillante, posée et magnifique, et il avait manqué 18 ans de sa vie. Les premiers pas, les premiers mots, et chaque moment qui comptait, tout cela parce qu'il avait été trop jeune et trop faible pour se battre pour la famille qu'il avait abandonnée sans le savoir. J'ai grandi en regardant ma mère cumuler 3 emplois, continua Lila, et Theo ressentit chaque mot comme un coup physique. J'ai appris la stratégie d'entreprise en la voyant jongler avec des horaires qui briseraient la plupart des gens, la persévérance en la voyant se lever chaque matin et faire tout ce qu'il fallait pour offrir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues elle-même. Le public était complètement silencieux, captivé par cette jeune femme qui parlait avec l'autorité de quelqu'un ayant vécu chaque vérité partagée. Mais Theo pouvait à peine se concentrer sur ces mots, car il se noyait dans l'ampleur de ce qu'il voyait. Elle avait sa structure osseuse mais la grâce de Nora, son intensité mais la chaleur de sa mère, l'assurance qui venait de la lignée Vance,
tempéré par l'empathie que seule pouvait enseigner une personne ayant lutté et survécu. Mon entreprise existe parce que j'ai vu d'autres étudiants comme moi, des jeunes de première génération universitaire qui avaient des idées révolutionnaires mais aucune carte routière pour les transformer en réalité, dit Lila, passant à une diapositive montrant des graphiques de croissance impressionnants. Nous étions assez intelligents pour changer le monde, mais on ne nous avait jamais enseigné la langue que les gens dans des salles comme celle-ci parlent couramment. La présentation était impeccable, passionnée mais professionnelle, idéaliste mais ancrée dans des principes commerciaux solides. Elle était une leader née, une entrepreneuse naturelle, une force de la nature déguisée en étudiante de 18 ans. Elle était parfaite et elle était à lui, et il n'avait rien eu à voir avec la création de la personne qu'elle était devenue. Le succès n'est pas seulement une question de marge bénéficiaire, disait Lila, cliquant sur une diapositive montrant des photographies de jeunes entrepreneurs qu'elle avait aidés à lancer leurs propres entreprises. C'est une question d'impact, chaque client qui brise le cycle de la pauvreté dans sa famille, chaque voix qui se fait entendre dans des pièces où elle n'a jamais été la bienvenue auparavant. Théo se surprit à hocher la tête inconsciemment, reconnaissant sa propre philosophie évolutive sur la responsabilité d'entreprise reflétée dans les mots de sa fille, mais ce n'était pas quelque chose qu'elle avait hérité de lui. C'était quelque chose que Nora lui avait enseigné. L'avenir des affaires ne consiste pas à maintenir les structures de pouvoir existantes, continua Lila, sa voix résonnant de conviction. Il s'agit d'élargir ces structures pour inclure les esprits brillants que nous avons négligés. Il s'agit de reconnaître que les meilleures idées viennent souvent de personnes qui ont dû être créatives juste pour survivre. Les mots frappèrent Théo comme la foudre parce qu'ils ressemblaient aux conversations qu'il avait eues avec Nora 20 ans plus tôt. Sa fille portait en avant la même passion pour la justice qui l'avait fait tomber amoureux de sa mère. Je cherche des partenaires d'investissement qui comprennent que soutenir les entrepreneurs sous-représentés n'est pas de la charité, c'est du bon business, dit Lila, passant à sa dernière diapositive. Parce que les marchés que nous servons sont sous-évalués, pas sans valeur. Les communautés que nous autonomisons sont sous-estimées, pas incapables. La salle de bal éclata en applaudissements qui semblèrent durer des heures, plusieurs membres du public se levant. Théo se leva avec eux, applaudissant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, des larmes ruisselant sur son visage sans se soucier des 500 personnes qui pourraient remarquer son effondrement émotionnel. Elle était extraordinaire, et elle était sa fille, sa chair et son sang, son héritage, sa plus grande réussite, même s'il n'avait rien contribué d'autre que l'ADN à son succès. Théo ? La voix d'Élise trancha à travers sa brume émotionnelle, aiguë de confusion. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On dirait que tu as vu un fantôme. Théo ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas détourner le regard de la scène où Lila accueillait les applaudissements avec une confiance gracieuse. Mais quelque part dans sa vision périphérique, il aperçut un profil familier dans le public, et son cœur s'arrêta. Nora. Elle était assise dans la section centrale, la fierté irradiant de chaque ligne de son corps, alors qu'elle regardait leur fille accepter la reconnaissance pour des réalisations gagnées par le mérite plutôt que par le privilège. À 37 ans, elle était encore plus belle que dans les souvenirs de Théo. Elle était là. Ils étaient tous les deux là, les deux personnes les plus importantes de son monde, et il était figé sur son siège comme un lâche. Alors que les applaudissements s'apaisaient et que Lila se préparait à quitter la scène, Théo sentit la panique monter. Ce moment touchait à sa fin, et une fois terminé, elle disparaîtrait dans leur vie qui n'avait pas de place pour lui. « Mesdames et messieurs, annonça le maître de cérémonie, veuillez nous rejoindre dans la salle Méridien pour notre réception de réseautage. » La foule commença à se diriger vers l'espace adjacent, et Théo sentit le poids de la décision peser sur lui. Dans quelques minutes, on attendrait de lui qu'il se mêle aux invités et réseaute alors que son cœur se brisait et guérissait simultanément. « Théo, sérieusement, qu'est-ce qui se passe ?» exigea Élise en lui saisissant le bras. « Tu as l'air sur le point de t'effondrer. Et pourquoi pleurais-tu pendant la présentation de cette fille ?» Théo baissa les yeux vers sa fiancée et ne ressentit absolument rien. Aucune connexion, aucune affection, aucun désir de partager le moment le plus important de sa vie avec quelqu'un qui n'en comprendrait jamais la signification. « Je dois parler au présentateur, dit Théo, retirant doucement son bras de son emprise. En particulier à mademoiselle Whitfield. Mais Théo s'éloignait déjà, attiré vers la salle de réception où sa fille était probablement entourée d'investisseurs, où Nora veillait probablement avec protection, où sa famille l'attendait, qu'elle le sache ou non. Pendant 18 ans, Théo avait regretté le choix qu'il avait fait. Pendant 18 ans, il avait cherché la femme qu'il avait aimée et perdue. Pendant 18 ans, il avait bâti un empire qui sonnait creux. Ce soir, cela allait changer.
Ce soir, il allait enfin trouver le courage de se battre pour ce qui comptait le plus. Ce soir, Théo Vance allait rencontrer sa fille et réclamer l'amour dont il n'aurait jamais dû s'éloigner. Chapitre 7, le moment de vérité. La salle Méridien bourdonnait d'opportunités et d'ambition alors que les investisseurs entouraient les présentateurs de la soirée. Mais Théo Vance traversait la foule comme un homme en transe, les yeux rivés sur le petit groupe rassemblé autour de sa fille. Lila se tenait au centre d'une discussion animée sur les stratégies de marché, sa confiance grandissant à chaque question brillamment traitée. Elle était dans son élément, intellectuellement stimulée, professionnellement reconnue, ignorant totalement que son monde entier était sur le point de basculer. Nora planait en bordure du groupe, assez proche pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour laisser Lila briller de manière indépendante. Théo pouvait voir la fierté farouche dans sa posture, la façon dont elle surveillait chaque interaction pour protéger leur fille d'une exploitation potentielle. Elle protégeait Lila de la même manière qu'elle la protégeait depuis 18 ans, avec vigilance, courage et complètement seule. Monsieur Vance. L'interpella Eleanor Wong alors que Théo approchait. Merveilleux événement ce soir. Cette dernière présentatrice, la petite Whitfield, elle est assez impressionnante. Une pensée révolutionnaire combinée à des fondamentaux solides. Oui, parvint à dire Théo, sa voix plus rauque d'émotion qu'il ne l'avait prévu. Elle est exceptionnelle. Je pense faire une offre, poursuivit Eleanor. Un investissement à 7 chiffres pour 30%. Qu'en pensez-vous? La discussion désinvolte sur l'avenir de sa fille ramena brutalement Théo au présent. Ces gens voyaient Lila comme une opportunité d'investissement, ne sachant pas qu'il parlait de la personne la plus importante de son monde. Je pense que tout investisseur serait chanceux de travailler avec quelqu'un de son calibre, dit Théo avec précaution. Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, Élise apparut à ses côtés avec une efficacité territoriale. Chérie, te voilà, dit-elle doucement. Je t'ai cherché partout. Plusieurs personnes ont posé des questions sur l'annonce de nos fiançailles. Le rappel fut comme un coup physique. Théo regarda Élise belle, accomplie, complètement inadaptée pour lui et sentit le poids des choix faits pour toutes les mauvaises raisons. Pas maintenant, Élise, dit-il calmement. Comment ça, pas maintenant? Sa voix portait une pointe acérée. Ce sont les personnes les plus influentes de l'État. J'ai dit pas maintenant. Le ton de Théo ne laissait aucune place à l'argumentation, mais il se remettait déjà en mouvement, attiré vers le groupe entourant sa fille. Il pouvait entendre Lila expliquer son modèle d'affaires avec une intensité passionnée. La clé est de comprendre que les communautés défavorisées ne sont pas des cas sociaux, disait Lila. Ce sont des marchés inexploités avec des besoins uniques et un potentiel énorme. Les modèles commerciaux traditionnels échouent parce qu'ils sont conçus pour des démographies qui ont déjà accès aux ressources. Théo se surprit à hocher la tête, reconnaissant la même pensée analytique qui avait bâti son propre empire. Mais plus que cela, il entendait les échos des conversations qu'il avait eues avec Nora 20 ans plus tôt. Mademoiselle Whitfield, dit-il en entrant dans le cercle de conversation. Le groupe s'écarta immédiatement pour l'accueillir avec une déférence automatique. Lila leva les yeux vers lui avec une attention polie, et Théo sentit son souffle se couper en croisant le regard de sa fille pour la première fois. C'étaient ses propres yeux qui le regardaient, le même marron foncé, la même intensité. Monsieur Vance, dit-elle avec une courtoisie professionnelle en tendant la main. Merci beaucoup pour cette opportunité. Votre gala a dépassé toutes les attentes. Le contact fut bref mais bouleversant. La première fois que Théo touchait sa fille. L'opportunité est entièrement la nôtre, dit Théo, la voix plus stable qu'il ne se sentait. Votre présentation était extraordinaire, le genre de vision qui n'apparaît qu'une fois par génération. C'est très gentil, répondit Lila, rougissant légèrement. Bien que je doive rendre hommage à qui de droit. Tout ce que je sais sur les affaires, sur la persévérance, sur le fait de traiter les gens avec dignité, je l'ai appris de ma mère. Les yeux de Théo cherchèrent automatiquement la foule jusqu'à ce qu'il trouve Nora, toujours debout à la périphérie, observant cette interaction avec une tension croissante. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce, 18 années s'effondrèrent dans le néant. Votre mère, dit Théo en reportant son attention sur Lila, semble être une femme remarquable. Elle l'est, dit Lila avec une loyauté farouche. Elle a tout abandonné pour moi, ses propres rêves, ses propres opportunités, parfois même ses repas, pour que je puisse avoir ce dont j'avais besoin. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que ces sacrifices n'ont pas été vains. Chaque mot frappa Théo comme un coup de marteau,
peignant un tableau de lutte qu'il aurait dû partager, de sacrifices qu'il aurait dû empêcher. Whitfield, dit-il, sa voix commençant à se briser, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr, répondit Lila, bien que quelque chose dans son ton rendit son expression prudente. Quel âge avez-vous? Exactement, je veux dire. La question semblait innocente, mais Théo vit Nora se figer dans sa vision périphérique, réalisant qu'il assemblait les pièces d'un puzzle qu'elle avait espéré voir rester éparpillé. J'ai 18 ans, dit Lila, confuse par son intensité. J'aurai 19 ans en avril. Le 15 avril. Le monde de Théo bascula. Le 15 avril, exactement 37 semaines après qu'il eut quitté la chambre d'étudiante de Nora. Exactement le bon timing. Les conversations autour d'eux s'estompèrent alors que Théo fixait sa fille, cette jeune femme brillante qui avait hérité de son esprit stratégique et du cœur compatissant de Nora, qui avait grandi en croyant que son père n'avait pas voulu d'elle. Monsieur? La voix de Lila semblait lointaine. Est-ce que ça va? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Pas un fantôme, chuchota Théo, les larmes brouillant sa vision alors que 18 années de questions trouvaient leur réponse. Un miracle. Le groupe d'investisseurs commençait à remarquer son comportement inhabituel, des murmures débutant alors que les gens essayaient de comprendre pourquoi leur hôte faisait une dépression, mais Théo ne pouvait pas les voir, ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que la jeune femme debout devant lui, qui représentait tout ce qu'il avait perdu et espérait retrouver. Lila, dit-il, son nom semblant sacré. Je dois te dire quelque chose qui va tout changer. Tu crois savoir. De quoi parlez-vous? Demanda Lila, une inquiétude sincère dans la voix alors qu'elle regardait tour à tour le visage ému de Théo et sa mère, qui se frayaient maintenant un chemin à travers la foule vers eux, la panique écrite sur ses traits. Théo leva les yeux pour voir Nora approcher, le visage pâle de terreur. Derrière elle, Élise observait avec une suspicion grandissante, d'autres invités commençant à tourner leur attention vers le drame qui se jouait. Dans 30 secondes, Nora les atteindrait. Dans 30 secondes, elle essaierait de protéger leur fille d'une révélation qui briserait leur monde. Dans 30 secondes, Théo perdrait sa chance de revendiquer enfin la famille qu'il n'avait jamais su avoir abandonnée. Ton anniversaire, dit Théo avec urgence, sa voix portant assez clairement pour que les invités à proximité entendent. Le 15 avril, il y a 18 ans. C'est exactement 37 semaines après que j'ai quitté ta mère. Les yeux de Lila s'écarquillèrent alors que l'implication la frappait, la certitude mathématique rendant son visage blanc de choc. Tu es ma fille, Lila, dit Théo. Les mots sortirent comme une prière, une confession et une déclaration de guerre tout à la fois. Je suis ton père. Le silence qui suivit fut assourdissant, se propageant depuis leur petit groupe comme des ondes sur un étang jusqu'à ce que toute la salle de réception se soit tue. 500 des personnes les plus puissantes de l'État regardaient une famille qui s'ignorait être enfin, publiquement, et de manière dévastatrice, réunie. Lila le fixait, sous le choc total, son esprit brillant traitant une information qui redéfinissait tout ce qu'elle avait jamais cru sur elle-même. Derrière elle, Nora s'était arrêtée, figée sur place comme une biche prise dans les phares, regardant son pire cauchemar se dérouler de la manière la plus publique possible. « Qu'est-ce que vous venez de dire » chuchota Lila, sa voix à peine audible dans le silence soudain. « J'ai dit que je suis ton père » répéta Théo, sa voix portant clairement à travers la perfection acoustique de la salle de réception. Et j'ai passé 18 ans à vous chercher, toi et ta mère, sans jamais savoir que le grand amour de ma vie m'avait fait le plus beau cadeau que je puisse jamais recevoir. La salle éclata dans le chaos, des caméras apparaissant de nulle part, des journalistes poussant à travers la foule, des investisseurs reculant devant ce qui devenait clairement un drame personnel plutôt qu'une opportunité de réseautage d'affaires. Mais Théo n'avait Dieu que pour sa fille, qui le fixait avec des larmes ruisselant sur son visage, et 18 ans de questions écrits sur ses traits. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle en se tournant vers Nora, qui les avait enfin rejoints et se tenait figée, la dévastation et quelque chose qui aurait pu être du soulagement écrit sur son visage. « Bébé, dit Nora, sa voix se brisant sur le mot. « Je peux t'expliquer. »« Est-ce que c'est vrai ?» répéta Lila, sa voix plus forte maintenant, exigeant des réponses qui remodèleraient toute sa compréhension de qui elle était et d'où elle venait. Nora regarda tour à tour sa fille et l'homme qui lui avait brisé le cœur il y a 18 ans, entouré de 500 étrangers qui étaient sur le point de transformer leur douleur privée en divertissement public. « Oui » chuchota-t-elle, le mot portant clairement à travers le silence parfait de la pièce. « C'est vrai. » Et avec ce seul mot, 18 ans de secrets soigneusement gardés explosèrent au grand jour,
changeant leurs 3 vies à jamais de la manière la plus dévastatrice et miraculeuse possible. Chapitre 8, la révélation publique. Les répercussions de la vérité furent plus laides que Nora ne l'avait jamais imaginé. Les flashs des appareils photo explosèrent autour d'eux comme des éclairs alors que les journalistes se matérialisaient de nulle part. Des smartphones apparurent dans des centaines de mains et l'élégante réception de réseautage se transforma en une curée médiatique de journalistes tombés par hasard sur l'histoire de l'année. Un PDG milliardaire découvre sa fille cachée à son propre gala de charité. Mademoiselle Whitfield, pouvez-vous commenter pourquoi vous avez gardé la fille de Monsieur Vance secrète pendant 18 ans? Monsieur Vance, que ressentez-vous en découvrant que vous avez un enfant? Lila, saviez-vous qui était votre père lorsque vous avez postulé pour prendre la parole ce soir? Les questions fusaient de toutes parts, tranchantes et invasives, conçues pour susciter des réponses émotionnelles qui feraient de meilleurs gros titres. Lila se tenait figée au centre du chaos, le visage pâle de choc alors qu'elle assimilait le fait que toute l'histoire de sa vie venait d'être réécrite devant 500 inconnus. Éloignez-vous d'elle. Lança férocement Nora, se plaçant devant sa fille comme un bouclier, ses instincts maternels l'emportant sur toute autre considération. Elle ne vous doit aucune explication. Mais les journalistes se pressèrent davantage, sentant l'odeur du sang, leurs questions devenant plus agressives et personnelles à chaque seconde qui passait. Ces retrouvailles étaient-elles planifiées à des fins publicitaires? Mademoiselle Whitfield, quel soutien financier demandez-vous à Monsieur Vance? Est-ce pour cela que Lila a été sélectionnée pour parler ce soir? Des relations familiales plutôt que le mérite? La dernière question frappa comme un coup physique, et Nora vit le visage de sa fille se décomposer alors que la réussite pour laquelle elle avait tant travaillé était instantanément recadrée comme du népotisme et du favoritisme. Ça suffit, dit Théo, sa voix tranchant le chaos avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler des salles remplies de gens puissants. Sécurité, veuillez escorter les médias vers la zone de presse désignée. C'est une affaire familiale privée. Mais il était trop tard pour la vie privée. Le mal était fait, capturé par des dizaines de caméras et déjà téléchargé sur les réseaux sociaux où ils vivraient pour toujours, transformant leur moment le plus vulnérable en un divertissement pour des inconnus qui n'avaient aucun intérêt dans leur point de la douleur. Je dois sortir d'ici, lâcha soudain Lila, la gorge nouée par une panique à peine contenue. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Elle se fraya un chemin à travers la foule d'invités ébahis et de journalistes tenaces, se dirigeant vers la sortie avec une détermination farouche qui ne tolérait aucun obstacle. Nora fit un pas pour la suivre, mais Théo lui retint doucement le bras. « Laisse-moi faire, dit-il, la voix rauque d'émotion. S'il te plaît, laisse-moi aller la voir. Tu en as assez fait, cingla Nora. 18 années de fureur refoulée trouvaient enfin leur cible. Tu n'avais aucun droit de lui faire ça, de nous faire ça, devant tous ces gens. Je sais, répondit Théo, le visage marqué par le regret et le désespoir. Je sais et je suis désolé. Mais je ne pouvais pas la laisser partir sans qu'elle sache la vérité. Je ne pouvais pas la perdre à nouveau. Tu ne l'as jamais eu pour pouvoir la perdre, rétorqua froidement Nora en dégageant son bras. Et maintenant, tu as détruit la seule chose qui comptait le plus pour elle, sa conviction qu'elle avait mérité son succès par son propre mérite. L'accusation frappa Théo comme une gifle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Nora s'éloignait déjà à travers la foule à la poursuite de sa fille, le laissant seul au milieu des décombres de la soirée qui devait être le triomphe de Lila. Eh bien, la voix d'Elisa traversa sa brume émotionnelle comme une lame. C'était toute une performance. Je ne te savais pas si bon acteur. Théo se retourna pour trouver sa fiancée qui l'observait avec un calcul froid, son expression parfaitement composée ne trahissant rien des pensées qui défilaient derrière ses yeux. Ce n'est pas une comédie, Elisa, dit calmement Théo. Cette jeune femme est ma fille. La femme qui vient de partir est quelqu'un dont j'étais amoureux il y a 18 ans. Comme c'est pratique, dit Elisa avec une précision chirurgicale, qu'elles apparaissent toutes les deux dans ta vie juste au moment où nos fiançailles sont annoncées. Certains pourraient dire que le timing est suspect. L'insinuation que Nora et Lila auraient orchestré ces retrouvailles pour un gain financier fit virer la vision de Théo au rouge de colère. Arrête, dit-il, d'une voix mortellement calme. N'ose même pas suggérer qu'elles sont autre chose que ce qu'elles paraissent être. Cette femme a élevé mon enfant seule pendant 18 ans pendant que je bâtissais un empire. Cette fille a mérité chaque opportunité qu'elle a reçue par sa propre intelligence et son travail acharné. Et pourtant, nous y voilà, poursuivit Elisa doucement. Avec ton nouveau drame familial qui se joue devant tous les investisseurs majeurs et les médias de l'État.
Si c'était un coup de publicité, cela n'aurait pas pu être mieux orchestré. Théo fixa la femme qu'il avait prévu d'épouser, la voyant clairement peut-être pour la première fois. Belle, accomplie, mais totalement dénuée d'empathie ou de compréhension pour tout ce qui ne pouvait être quantifié dans un bilan comptable. C'est fini, dit-il simplement. Les fiançailles, les projets de mariage, quel que soit l'avenir que tu pensais que nous construisions ensemble, c'est terminé. Le sang-froid d'Elisa se fissura enfin, révélant l'ambition calculatrice qui avait toujours rôdé sous son extérieur poli. Tu fais une erreur, Théo. Une erreur très coûteuse. Les relations de ma famille, notre position sociale, les opportunités d'affaires que nous représentons. Ensemble. Tu jettes tout cela. Pourquoi? Une femme qui a gardé ton enfant secret pendant 18 ans et une fille qui pourrait bien ne pas être la tienne? Elle est à moi, affirma Théo avec une certitude absolue. Et même si elle ne l'était pas, même si tout cela n'était qu'une tromperie élaborée, cela vaudrait toujours plus que tout ce que toi et moi pourrions jamais construire ensemble. Il se détourna du visage choqué d'Elisa et se fraya un chemin à travers la foule, désespéré de retrouver Lila et Nora avant qu'elles ne disparaissent à nouveau de sa vie. Derrière lui, il pouvait entendre les murmures des invités qui transformaient déjà la révélation de la soirée en commérage qui alimenterait les spéculations sur les réseaux sociaux pendant des semaines. Théo les trouva dans le hall de l'hôtel. Lila était assise sur un banc de marbre, la tête dans les mains, tandis que Nora faisait les 100 pas à proximité avec l'énergie agitée d'une mère protectrice incapable de réparer ce qui était brisé. Lila, dit doucement Théo, s'approchant avec précaution, comme si elle était un animal sauvage prêt à s'enfuir au moindre mouvement brusque. Elle leva vers lui des yeux rougis par les pleurs, mais qui brûlaient d'intelligence, de blessures et de 18 années de questions exigeant des réponses. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, la voix stable malgré les larmes sur ses joues. Pourquoi as-tu dû le dire à tout le monde comme ça? Pourquoi n'as-tu pas pu trouver un moyen privé d'eux? Parce que j'avais peur, admit Théo, s'affaissant sur le banc à côté d'elle, son propre sang-froid se brisant finalement complètement. J'avais peur que si je ne te revendiquais pas publiquement, immédiatement, tu disparaisses de ma vie comme ta mère l'a fait il y a 18 ans. J'avais peur que tu me rejettes, que tu décides que je ne méritais pas de te connaître, que tu choisisses de me garder hors de ta vie comme j'en avais été tenu à l'écart avant même de savoir que tu existais. Mais maintenant, tout le monde pense que j'ai eu cette opportunité grâce à des relations familiales, dit Lila, sa voix se brisant sur les mots qui représentaient sa pire crainte. Tout ce que j'ai accompli, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout est entaché maintenant. Les gens se demanderont toujours si j'ai vraiment mérité mon succès ou si j'avais juste un père milliardaire tirant les ficelles en coulisses. La douleur dans sa voix était dévastatrice et Théo réalisa que son besoin désespéré de revendiquer sa fille avait détruit la chose même qu'elle chérissait le plus, son indépendance, sa réussite personnelle, sa conviction qu'elle avait gagné sa place dans le monde par le mérite plutôt que par le privilège. Je suis désolé, dit-il, les mots totalement inadéquats face à l'ampleur de ce qu'il avait fait. Je suis tellement désolé, Lila. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas considéré comment la révélation affecterait tes réalisations. J'ai juste. Je t'ai vu sur cette scène et j'ai réalisé que tu étais ma fille, et je ne pouvais pas contenir la joie, la fierté et l'amour que je ressentais. Je voulais que le monde entier sache que tu étais à moi. Mais je ne suis pas à toi, dit doucement Lila, regardant ses deux parents avec une compréhension naissante de la complexité de sa situation. Je suis à elle. C'est elle qui m'a élevé, qui s'est sacrifiée pour moi, qui était là pour chaque moment important de ma vie. Tu es un étranger qui partage mon ADN. Les mots étaient brutaux mais vrais, et Théo les ressentit comme des coups de poignard au cœur. Tu as raison, dit-il simplement. Tu as absolument raison. Je n'ai pas mérité le droit de t'appeler mienne, mais j'aimerais avoir la chance d'essayer. J'aimerais avoir l'opportunité d'être le père que tu mérites d'avoir depuis toujours. Et si je ne veux pas ça, demanda Lila, la voix petite mais ferme. Et si je suis heureuse avec la famille que j'ai? Et si te faire entrer dans nos vies ne fait que tout compliquer et tout aggraver? Théo regarda cette jeune femme brillante qui avait été entièrement façonnée par l'amour et la force de Nora, qui avait tout à fait le droit de rejeter le père qui avait été absent toute sa vie. Il sentit son cœur se briser à la possibilité qu'il ait pu trouver sa famille seulement pour la perdre à nouveau. Alors je respecterai cela, dit-il doucement. Si c'est ce que tu décides, je resterai hors de ta vie. Mais je passerai aussi le reste de ma vie à m'assurer que tu aies chaque opportunité, chaque avantage, chaque soutien dont tu as besoin pour construire l'avenir que tu veux, que j'en fasse partie ou non.
Nous n'avons pas besoin de ton argent, dit sèchement Nora, parlant pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la réception. Nous nous en sommes très bien sortis sans pendant 18 ans. Vraiment, demanda doucement Théo, regardant la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. As-tu vraiment été bien, accumuler 3 emplois juste pour mettre de la nourriture sur la table? As-tu été bien à élever notre fille seule, sans jamais pouvoir poursuivre tes propres rêves parce que tu étais trop occupé à t'assurer qu'elle puisse poursuivre les siens? Les questions restèrent suspendues dans l'air entre eux, soulignant 18 années de lutte qui auraient pu être évitées, de sacrifices qui n'auraient pas dû être nécessaires, de rêves différés indéfiniment au service de la survie. Ce n'est pas la question, dit Nora, mais sa voix manquait de conviction. La question est que nous avons construit quelque chose ensemble, elle et moi, quelque chose de réel, de fort et d'honnête. Nous n'avons pas besoin que tu débarques pour réparer nos vies maintenant. Je n'essaie pas de réparer vos vies, dit Théo désespérément. J'essaie d'en faire partie. J'essaie de mériter le droit de vous aimer toutes les deux comme j'aurais dû le faire depuis toujours. Le hall de l'hôtel tomba dans le silence, à l'exception des sons lointains du gala qui continuait sans eux. 500 personnes discutaient probablement encore de la révélation inattendue de la soirée, tandis que les 3 personnes au centre de l'affaire tentaient de comprendre comment avancer à partir de cet instant. J'ai besoin de temps, dit finalement Lila, se levant avec ce genre de mouvement décisif suggérant qu'elle avait atteint une conclusion intérieure. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre ce que cela signifie, pour décider à quoi je veux que notre relation ressemble à l'avenir. Combien de temps, demanda Théo, effrayé par la réponse mais ayant besoin de savoir. Je ne sais pas, dit honnêtement Lila. Peut-être beaucoup, peut-être pour toujours. J'ai 18 ans, et je viens de découvrir que tout ce que je croyais sur mon identité était basé sur des informations incomplètes. Ce n'est pas quelque chose que je peux absorber du jour au lendemain. Théo hocha la tête, comprenant qu'il n'avait le droit de rien exiger d'aucune d'elles après 18 ans d'absence. Tout ce dont tu as besoin, aussi longtemps qu'il le faudra, je serai là quand tu seras prête. Le seras-tu, demanda Lila, sa voix portant une note de défi qui rappela puissamment à Théo lui-même à cet âge. Ou disparaîtras-tu à nouveau quand les choses deviendront compliquées, difficiles ou gênantes? La question frappa comme un coup physique, forçant Théo à affronter la possibilité que sa fille ne lui fasse jamais confiance, ne croit jamais qu'il ne l'abandonnerait pas à nouveau lorsque les circonstances l'exigeraient. Je serai là, dit-il avec une conviction absolue, pour le reste de ma vie. Pour n'importe quel rôle que tu voudras bien m'y laisser jouer, je serai là. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, quoi qu'il arrive. Alors qu'ils quittaient l'hôtel ensemble maladroitement, séparément, mais d'une certaine manière toujours reliés par les fils invisibles du sang et des possibles, Théo regarda sa fille et la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer disparaître dans la nuit, emportant avec elle son cœur et son espoir d'un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Derrière eux, le gala continuait sans son hôte, investisseur et mondain disséquant le drame de la soirée avec cette sorte d'horreur fascinée qui alimenterait les chroniques mondaines pendant des mois. Les téléphones vibraient de notifications alors que l'histoire se répandait sur les plateformes de médias sociaux, accompagnée de photos granuleuses et de spéculations haletantes sur des familles secrètes et des motifs cachés. L'enfant caché du PDG milliardaire révélé lors d'un gala de charité, serait en tendance dans l'heure, mais Théo remarquait à peine le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. Toute son attention était concentrée sur la question qui déterminerait le reste de sa vie. L'amour serait-il assez fort pour combler 18 ans d'absence, ou avait-il détruit sa seule chance de famille en la revendiquant trop publiquement, trop désespérément, trop tard? Alors que Nora et Lila montaient dans un taxi qui les ramènerait à leur petit appartement et à leur nouvelle réalité complexe, aucune des 2 femmes n'aurait pu prédire que cette révélation publique dévastatrice deviendrait finalement la fondation de quelque chose de beau. Une famille qui se choisirait non par obligation ou par le sang, mais parce que l'amour, aussi imparfait soit-il, valait la peine de se battre. Le long chemin vers le pardon et la guérison était sur le point de commencer, et ils les mettraient tous les 3 à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Mais parfois, les plus belles choses naissent des cendres de ce qui semblait être une destruction totale. Parfois, l'amour pouvait vraiment tout conquérir. Même les erreurs qui semblaient trop grosses pour être pardonnées, même les secrets qui avaient défini des vies entières, même la douleur qui semblait trop profonde pour guérir. Ce soir avait mis fin à une histoire et en avait commencé une autre. La seule question était de savoir s'ils seraient tous assez courageux pour écrire une meilleure fin que celle qui les avait tenus séparés si longtemps. Dans l'intérieur sombre du taxi, Lila chercha la main de sa mère, et pour la première fois depuis la révélation, Nora sentit une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, leur famille ne finissait pas.
Peut-être qu'elle ne faisait que commencer. Chapitre 9, quand tout s'effondre. 3 semaines après le gala, Nora était assise dans sa voiture devant le bureau de l'assurance chômage, fixant l'avis d'expulsion qui avait été scotché sur la porte de leur appartement ce matin-là, aux côtés d'une pile de journaux à scandale dont les titres lui retournaient l'estomac. Croqueuse de diamants, un secret de 18 ans exposé. La maîtresse du milliardaire brise le silence. Un scandale de népotisme ébranle le monde de l'investissement. L'attention médiatique avait été implacable et cruelle, transformant leur douleur privée en divertissement public pour des étrangers qui se sentaient le droit de juger des choix qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Des reporters avaient retrouvé leur adresse, appelé les employeurs de Nora, et même approché les professeurs de Lila à la recherche de citations sur le scandale qui avait détruit la vie tranquille qu'elles avaient bâtie ensemble. Les allocations chômage ne couvriraient pas leur loyer, et le fonds d'urgence de Nora avait été épuisé des semaines auparavant lorsque le Dawson S-Diner l'avait licencié pour avoir attiré une attention indésirable sur l'établissement. L'entreprise de nettoyage avait suivi, citant les inquiétudes des clients concernant la discrétion, et le programme de tutorat l'avait laissé partir à contre-cœur pour éviter une controverse qui pourrait affecter leur financement. En 3 semaines, Nora avait tout perdu de ce qu'elle avait construit au cours de 18 années de travail minutieux. Tout ça parce que Theo Vance n'avait pas pu contrôler ses émotions assez longtemps pour considérer les conséquences de sa révélation publique. Son téléphone vibra avec un autre numéro inconnu, probablement un autre journaliste essayant d'obtenir une interview exclusive sur la femme qui avait gardé secret l'enfant d'un milliardaire. Elle avait cessé de répondre aux appels de numéros qu'elle ne reconnaissait pas après la première semaine, lorsqu'un journaliste particulièrement agressif avait prétendu appeler pour des opportunités d'emploi juste pour la faire parler. L'ironie ne lui échappait pas, 18 ans passés à protéger Lila du monde de Theo avaient été anéantis en un seul instant, quand il avait décidé de les revendiquer publiquement, sans considérer ce que cette exposition coûterait. Lorsque Nora rentra finalement à leur appartement ou bientôt leur ancien appartement, si elle ne trouvait pas comment payer le loyer où elle trouva Lila assise à leur table de cuisine, entourée de mails imprimés et de ce qui ressemblait à des lettres de résiliation de contrat. « À quel point est-ce grave ?» demanda Nora, bien qu'elle pût deviner à l'expression de sa fille que les nouvelles ne seraient pas bonnes. 3 clients ont annulé leur contrat, dit Lila sans lever les yeux des papiers éparpillés autour de son ordinateur portable. 2 autres évaluent leurs besoins, ce qui est le langage d'entreprise pour dire on vous largue dès qu'on trouve un moyen légal de le faire. Ma compagnie d'assurance professionnelle menace d'annuler la couverture parce qu'ils considèrent l'attention médiatique comme un risque de responsabilité. Nora s'effondra sur la chaise en face de sa fille, sentant le poids de 18 années de planification prudente et de sacrifice s'effondrer autour d'elle. Mon bébé, je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. J'aurais dû te parler de Theo il y a des années, j'aurais dû te préparer à la possibilité qu'il puisse. Ce n'est pas de ta faute, l'interrompit Lila sèchement. C'est de sa faute. C'est lui qui a décidé de transformer notre affaire familiale privée en spectacle public. C'est lui qui n'a pas pu attendre une conversation privée avant d'annoncer à 500 inconnus que j'étais sa fille. L'amertume dans la voix de Lila était dévastatrice à entendre. Il y a 3 semaines, elle surfait sur le succès de sa présentation et des opportunités d'investissement qu'elle avait générées. Maintenant, elle regardait son entreprise s'effondrer sous le poids des spéculations, se demandant si ses réalisations étaient légitimes ou le résultat de liens familiaux non divulgués. « As-tu eu des nouvelles de lui ?» demanda prudemment Nora, bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir connaître la réponse. « Tous les jours » dit Lila avec un rire amer. Fleurs, cartes, emails, SMS, même un télégramme chanté qui était si embarrassant que je voulais disparaître sous terre. Il continue de dire qu'il veut arranger les choses, nous soutenir à travers cette période difficile, comme si jeter de l'argent sur le problème allait annuler les dégâts qu'il a causés. Nora ressentit un éclair familier de la colère qu'il avait soutenue durant 18 ans de monoparentalité. Theo Vance, avec sa richesse, ses privilèges et ses ressources, pensait qu'il pouvait tout réparer avec son chéquier. Il n'avait aucune idée de ce que c'était que de bâtir quelque chose à partir de rien, de gagner le respect par le mérite plutôt que par les relations, de voir ses accomplissements remis en question à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. « Que lui as-tu dit ?» ?»« Rien. Je n'ai répondu à aucune de ses tentatives de contact. » La voix de Lila était plate, sans émotion, d'une manière qui inquiétait Nora plus que des larmes ne l'auraient fait. « Je ne veux pas de son argent, et je ne veux pas de sa culpabilité. Je veux retrouver ma vie telle qu'elle était avant qu'il ne décide de jouer au père devant une salle pleine de caméras. » Un coup sec à leur porte interrompit la conversation, et les 2 femmes se raidirent. Des journalistes s'étaient présentés à l'improviste pendant des semaines.
Mais quand Nora ouvrit la porte, elle trouva Mara Langston debout dans le couloir avec une bouteille de vin et l'expression de quelqu'un préparé à la guerre. « Pousse-toi, » dit Mara, dépassant Nora pour entrer dans l'appartement. « C'est l'heure de l'intervention. » « Mara, ce n'est vraiment pas le bon moment, » commença Nora, mais sa meilleure amie s'installait déjà à la table de cuisine en face de Lila. « En fait, c'est le moment parfait, » dit Mara, débouchant le vin avec une efficacité rodée. « Vous vous complaisez toutes les deux dans la misère depuis 3 semaines pendant que vos vies s'effondrent autour de vous. Il est temps d'avoir un peu d'amour vache. » Lila leva les yeux de son ordinateur avec la première émotion véritable que Nora voyait chez elle depuis des jours. « Tante Mara, tu ne comprends pas ce à quoi nous faisons face. L'attention médiatique, les conséquences commerciales, la façon dont les gens nous regardent maintenant. Je comprends que vous êtes toutes les deux trop fières et trop têtues pour accepter de l'aide quand vous en avez besoin, l'interrompit Mara, versant du vin dans 3 verres dépareillés. Je comprends que vous laissez les sentiments blessés et l'orgueil meurtri l'emporter sur le bon sens et la réalité pratique. Elle se tourna d'abord vers Nora, son expression sévère mais aimante. Tu as perdu tes emplois à cause d'une attention médiatique qui finira par retomber. Tu fais face à une expulsion parce que tu es trop fière pour accepter l'aide financière du père de ton enfant. Et tu es en train de perdre ta fille parce que tu es tellement occupée à te sentir coupable des décisions passées que tu ne peux pas te concentrer sur la prise de meilleures décisions maintenant. Ce n'est pas si simple, protesta Nora, mais Mara leva une main. C'est exactement aussi simple que ça. Théo Vance te doit 18 ans de pension alimentaire plus les intérêts. Il doit à Lila un fonds pour l'université, une relation et tout le soutien qu'il aurait dû fournir depuis le jour de sa naissance. Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. C'est lui payant enfin les factures qui auraient dû être payées depuis le début. Elle se tourna vers Lila, sa voix s'adoucissant mais ne perdant rien de sa franchise. Et toi, ma chérie, tu te punis toi-même et ta mère pour quelque chose qui n'est la faute d'aucune de vous deux. Oui, la révélation publique a été mal gérée. Oui, ça a compliqué tes relations d'affaires. Mais tu es toujours la même jeune femme brillante qui a bâti une entreprise à 6 chiffres avant d'avoir l'âge légal pour boire. Ça n'a pas changé juste parce que les gens savent maintenant qui est ton père. Mais ils se demanderont toujours si j'ai mérité mon succès ou si j'ai eu de l'aide, dit Lila, sa voix se brisant sous 18 ans d'insécurité refoulée. Chaque réussite, chaque opportunité, chaque succès sera remis en question. Les gens supposeront que j'ai eu des avantages que je n'ai pas réellement eus. Laisse-les se demander, dit férocement Mara. Les femmes qui réussissent font face à des spéculations sur le mérite de leurs accomplissements depuis des siècles. Tu leur prouves qu'ils ont tort en continuant d'être excellentes, pas en te cachant des opportunités parce que quelqu'un pourrait se demander si tu les mérites. Et l'attention médiatique ? La façon dont les gens nous traitent comme si nous étions des célébrités au lieu de vraies personnes avec de vrais problèmes. Ça passera, dit Mara de manière pragmatique. Il y aura un autre scandale la semaine prochaine, un autre drame familial que les gens pourront disséquer et juger. Mais tes compétences en affaires, ton intelligence, ta capacité à résoudre des problèmes que d'autres ne voient même pas, ça, c'est permanent. Ça sera toujours là quand les tabloïds seront passés à la nouvelle histoire brillante qui captera leur attention. Nora se surprit à hocher la tête malgré sa résistance au conseil pragmatique de Mara. Mais et si accepter son aide changeait la dynamique entre nous ? Et si cela nous rendait dépendantes de lui d'une manière malsaine ? Alors vous fixez des limites, dit simplement Mara. Vous acceptez le soutien financier que toi et Lila méritez tout en maintenant votre indépendance et votre respect de vous-même. Vous le laissez gagner sa place dans vos vies lentement, selon vos conditions, au lieu de le couper complètement parce qu'il a mal géré un moment. Un moment ? La voix de Lila était tranchante d'une colère renouvelée. Il a détruit ma réputation et exposé nos affaires privées au monde entier. Ce n'est pas juste mal gérer un moment. Tu as raison, convainc calmement Mara. C'était une erreur massive qui a montré un jugement terrible et causé de réels dommages. Mais les gens font des erreurs, ma chérie. Même les gens qui nous aiment profondément font parfois des choix qui nous blessent. La question est de savoir si tu vas laisser une décision terrible effacer la possibilité de construire quelque chose de bien à partir d'une situation compliquée. Les 3 femmes restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes, sirotant leur vin et contemplant les débris de leur monde soigneusement construit. De l'autre côté de la fenêtre, la ville bourdonnait avec son indifférence habituelle. Inconsciente que dans ce petit appartement, une famille essayait de comprendre comment survivre à la collision du passé et du présent. J'ai peur, admit finalement Nora, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
J'ai peur que si je le laisse revenir dans nos vies, il m'enlève Lila. Qu'elle choisisse son monde plutôt que la vie que nous avons construite ensemble. J'ai peur aussi, dit Lila, tendant la main à travers la table pour prendre celle de sa mère pour la première fois depuis des semaines. J'ai peur que si je lui pardonne l'humiliation publique, je me prépare à être déçu à nouveau. Et j'ai peur que si je ne lui pardonne pas, je me demande toujours ce qui aurait pu être. Mara sourit, la première expression véritable d'espoir que l'une d'elles portait depuis des semaines. Avoir peur signifie que vous prêtez attention à ce qui compte. La question est de savoir si vous allez laisser la peur vous garder coincé dans ce pétrin ou si vous allez l'utiliser comme motivation pour construire quelque chose de mieux. Et si nous tendons la main vers lui et qu'il nous déçoit encore, demanda doucement Lila. Et s'il n'est intéressé à jouer au père que maintenant parce que le secret est dévoilé, et qu'il perdra tout intérêt quand la nouveauté se dissipera. Alors tu géreras ça de la même manière que tu as géré toutes les autres déceptions de ta vie, dit fermement Mara. Ensemble, avec dignité, et avec la connaissance que tu as donné à l'amour une chance de grandir au lieu de laisser la peur le tuer avant même qu'il ne puisse commencer. Alors que la soirée avançait et que la bouteille de vin se vidait, 3 femmes qui s'aimaient commencèrent le processus délicat de déterminer comment aller de l'avant. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de solution simple à 18 ans d'histoire compliquée. Mais pour la première fois depuis le gala, Nora et Lila commencèrent à se rappeler qu'elles étaient plus fortes ensemble que séparées, et que l'amour, même compliqué et imparfait, valait le risque d'être blessé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Nora alors qu'elle s'apprêtait à nettoyer les restes de leur intervention émotionnelle. On l'appelle, dit Lila, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. On organise une rencontre selon nos conditions, dans un endroit privé où nous pouvons avoir une conversation honnête sans caméra, ni journaliste, ni étranger observant nos moindres mouvements. Et ensuite, on voit si l'homme qui a créé ce désordre est capable de nous aider à construire quelque chose de mieux à partir des décombres. Et s'il ne l'est pas, dit Lila avec une maturité qui fit mal au cœur de Nora tant elle était fière, au moins nous saurons que nous avons essayé. Alors qu'elle faisait des plans pour une conversation qui déterminerait l'avenir de leur famille, aucune d'elles n'aurait pu imaginer combien de courage il faudrait pour reconstruire une confiance brisée si publiquement, ou combien d'amour serait nécessaire pour guérir des blessures qui avaient été ouvertes aux yeux du monde. Mais pour la première fois en 3 semaines, l'espoir semblait à nouveau possible. Et parfois, l'espoir suffisait pour commencer le long voyage de retour l'un vers l'autre. Chapitre 10, quand les cœurs se souviennent de l'amour. Quelques semaines plus tard, Nora se tenait dans la cuisine de la maison que Théo avait achetée pour elle, une demeure chaleureuse de 3 chambres avec un jardin où elle pourrait faire pousser des légumes et un porche où ils pourraient s'asseoir ensemble le soir, et s'émerveiller de la douceur avec laquelle le bonheur pouvait revenir dans une vie qui avait semblé irrémédiablement brisée. Le soleil du matin entrait à flot par des fenêtres sans barreaux de sécurité, illuminant un espace qui ressemblait enfin à un foyer. Lila était assise à la table du petit déjeuner, examinant les rapports trimestriels de son entreprise de conseil, qui avait non seulement survécu au scandale médiatique, mais en était ressortie plus forte. La fondation Thomson veut prolonger son contrat pour 2 années supplémentaires, dit Lila, levant les yeux avec satisfaction. Il s'avère que survivre à l'examen du public et reconstruire sa réputation est exactement ce que les organisations à but non lucratif valorisent chez un consultant. Je suis fier de toi, mon bébé, dit Nora, versant du café dans des tasses assorties. La façon dont tu as transformé ce cauchemar en crédibilité demande une vraie force. J'ai appris de la meilleure, dit Lila chaleureusement. Comment se passe ton nouveau poste ? Stimulant de la meilleure des manières, admit Nora. Développer des programmes de proximité pour la fondation est tout ce que j'espérais que l'école de commerce m'apporterait. Juste 18 ans plus tard. Le poste à la fondation Vance avait été offert sans aucune pression, et après des mois à reconstruire la confiance, Nora avait accepté cette position qui lui permettait un travail significatif tout en maintenant son indépendance. Il a été bon avec nous, dit doucement Lila. Même quand nous étions en colère et méfiantes, il n'a jamais cessé d'essayer de gagner notre pardon. La patience de Théo durant leur guérison avait été extraordinaire, respectant leurs besoins d'espace, les soutenant sans condition, tissant lentement des liens authentiques. La porte d'entrée s'ouvrit avec la clé familière de Théo. Il apparut, portant des vêtements décontractés au lieu de ses costumes onéreux. « Bonjour, mesdames magnifiques, dit-il chaleureusement. Comment vont mes personnes préférées aujourd'hui ? Caféinée et prête à affronter le monde, sourit Lila, acceptant son baiser matinal sur le front. Prêt pour la réunion du conseil ? L'expression de Théo devint pensive. Aujourd'hui,
nous saurons si le plan de transition est approuvé, dit-il. Depuis des mois, Théo restructurait Vance Industries, passant de PDG à président du conseil pour se concentrer sur le travail de la fondation et être présent pour sa famille. Quelle que soit la décision du conseil, nous la gérons ensemble, dit Nora en prenant sa main. C'est ce que font les familles. Les mots semblaient encore miraculeux. Famille. Après 18 ans à croire qu'elle et Lila étaient au complet, l'inclusion de Théo avait été à la fois terrifiante et merveilleuse. Il y a quelque chose dont je veux discuter, dit Théo avec précaution, sortant un petit écrin de velours. Quelque chose à quoi je pense depuis des semaines. Lila et Nora échangèrent un regard, conscientes des limites et de l'équilibre délicat qu'elles avaient atteint. Il y a 18 ans, dit-il doucement, j'ai acheté cette bague pour une jeune fille de 19 ans qui m'avait fait croire en l'amour et aux secondes chances. Le souffle de Nora se coupa, reconnaissant la bague, simple et élégante, exactement ce qu'elle avait toujours voulu. Je l'ai portée sur moi chaque jour depuis, espérant qu'un jour j'aurais la chance de te la donner correctement. Il s'agenouilla à côté de la chaise de Nora tandis que Lila regardait, les larmes aux yeux. Je sais que je n'ai le droit de rien demander. J'ai manqué 18 années à vous aimer toutes les deux comme vous le méritiez. Mais je sais aussi que l'amour ne meurt pas juste parce que les circonstances essaient de le tuer. Ce que nous avions était réel, et ce que nous construisons maintenant est plus fort parce que c'est basé sur la vérité. Que demandes-tu, chuchota Nora. Je te demande de m'épouser, Nora Whitfield, dit Théo, ouvrant l'écrin. Je demande à être le partenaire que j'aurais dû être depuis le début. Et je te demande, Lila, de me laisser t'adopter officiellement, de te donner le nom de famille que tu aurais dû avoir, de faire de nous une vraie famille à tous égards. La cuisine tomba dans le silence, à l'exception des pleurs de Lila et du tic-tac de l'horloge. Je ne sais pas si je suis prête, dit Nora honnêtement. Je ne sais pas si je peux avoir confiance que tout cela ne s'effondrera pas quand les choses deviendront difficiles. Alors nous prendrons les choses un jour à la fois, dit doucement Théo. Une conversation, une décision, un moment à se choisir l'un l'autre plutôt que la peur. Nora regarda cet homme qui lui avait brisé le cœur, puis passé des mois à le recoller, qui avait prouvé qu'il était digne d'être appelé père. Qu'est-ce que tu en penses, mon bébé, demanda Nora à Lila. Es-tu prête pour que nous soyons officiellement une famille? Je suis prête depuis qu'il a passé 6 mois à gagner notre confiance au lieu de l'exiger, dit Lila à travers ses larmes. Avoir un père ne diminue pas ce que toi et moi avons construit. Cela rend notre famille plus grande et plus forte. Oui, chuchota Nora, puis plus fort. Oui. Je t'épouserai. Théo glissa la bague avec un soin révérencieux. Elle allait parfaitement, tout comme il y a 18 ans. Et oui, dit Lila, se lançant dans une étreinte collective. Je veux être Lila Vance. Je veux que nous soyons une vraie famille. Ils se tinrent les uns les autres dans leur cuisine, entourés des possibilités infinies de leur avenir commun. Je vous aime tellement toutes les deux, dit Théo. J'aime la famille que nous construisons. Je t'aime aussi, dit Nora, les mots semblant à la fois étrangers et familiers. J'aime qui tu es devenu, et j'aime avoir un papa, rit Lila, même s'il l'a annoncé de la manière la plus embarrassante possible. Alors, quand est-ce qu'on fait ça, demanda Nora, admirant sa bague. Le mariage et l'adoption. Quand vous voulez, dit Théo. Je ne vais nulle part, plus jamais. Une petite cérémonie, dit Lila de manière décisive. Juste nous, tante Mara et des amis proches. Rien pour les réseaux sociaux. Ils passèrent la matinée à faire des projets, parlant du mariage qu'ils voulaient et des traditions familiales qu'ils espéraient créer. Alors que le soleil montait plus haut, ils se déplacèrent vers leur porche pour regarder leur quartier s'animer. Merci, dit Théo alors qu'il s'installait sur la balancelle du porche. De m'avoir donné une seconde chance. Merci de ne pas avoir abandonné, répondit Nora, se blottissant contre lui. De t'être battu pour nous-mêmes quand nous étions trop blessés pour nous battre pour nous-mêmes. Théo sortit une autre enveloppe. Une dernière surprise. Quelque chose sur quoi je travaille depuis des mois. Nora l'ouvrit pour trouver des documents juridiques établissant la fondation familiale Whitfield, axée sur le soutien aux étudiants universitaires de première génération et aux mères célibataires poursuivant leurs études. Elle est financée avec 20 millions de dollars pour commencer, expliqua Théo. Pour des familles comme la nôtre. Comme la nôtre, corrigea Lila alors qu'il mentionnait les familles comme la leur. Alors que l'après-midi avançait et que le coucher du soleil approchait, 3 personnes qui s'étaient retrouvées à travers 18 années s'installèrent dans le rythme de la vie de famille.
Des conversations ordinaires ponctuées d'une gratitude extraordinaire. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, dit Nora alors que le ciel virait au rose et alors. Il y a 6 mois, notre monde s'effondrait. Maintenant nous sommes à la maison, dit simplement Lila. Tous ensemble, exactement là où nous devons être. Théo embrassa la tête de Nora et prit la main de Lila, les reliant dans un cercle d'amour qui avait survécu à tout ce qui avait été conçu pour le détruire. Maintenant nous sommes à la maison, acquiesça Théil, et nous ne nous lâcherons plus jamais. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel s'assombrissant. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur première rencontre, de leur séparation, de leur lutte et finalement de leur retrouvaille. La constellation de l'amour, dispersée pendant 18 ans, était enfin entière à nouveau, plus brillante pour avoir survécu à l'obscurité. Dans 6 mois, ils auraient un mariage tranquille dans le jardin. Dans 1 an, l'adoption serait finalisée. Dans les années à venir, ils bâtiraient une vie honorant à la fois leur amour et leur force individuelle. Mais ce soir, ils étaient simplement une famille sur leur porche alors que le monde s'installait dans la soirée, reconnaissant pour leur impossible seconde chance. L'amour avait vaincu le temps, la distance, l'orgueil et la peur. L'amour avait guéri des blessures trop profondes pour être soignées. L'amour avait pris une famille brisée et l'avait rendue entière à nouveau, plus forte parce qu'il s'était choisi malgré toutes les raisons de s'éloigner. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités pour bâtir sur leur fondation de patience, de pardon et d'espoir. Mais ce soir, ils se contentaient d'être ensemble, une famille renaissant des cendres des erreurs passées, prête à écrire un avenir qui brillerait plus fort que les étoiles au-dessus d'eux.